10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. Et avec vous au 0826 300 300, on est ravis de vous accueillir pour cette nouvelle semaine. Gilles Gansman, bonjour. Bonjour, je vous retrouve toujours quand il y a des Jeux Olympiques. Hein. Ah, toujours, vous êtes toujours là quand il y a des JO. Cette fois, il faut mettre des doudounes et des gants. Est-ce que vous croyez qu'il y a du surtourisme à Cortina et à Milano? Eh ben, ils attendent beaucoup de monde, oui, puisqu'ils ont augmenté le trafic aérien pour l'occasion. Donc je pense qu'on va pouvoir en parler avec vous, Félix Mathieu. Bonjour Félix. Bonjour Christine, bonjour tout le monde. C'est quoi le problème ce matin? Est-ce que trop de tourisme tue le tourisme, Félix? C'est ce qui semble penser de plus en plus d'habitants, notamment dans les zones très fréquentées. On va se poser la question tous ensemble avec notre invité dans un instant, qui est Jean Pinard, président de Futourisme, un cabinet de conseil en développement touristique, auteur d'une tribune dans Le Monde. La notion de surtourisme relève du mépris de classe. Est-ce que c'est ça dont il faut parler aussi? On va voir ça avec vous. Le surtourisme... Oui, le dernier exemple en date, par exemple, c'est du côté de Rome, la fontaine de Trévi qui est devenue payante. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Absolument. Parce que leur objectif, tenez-vous bien, c'est quand même de limiter à 400 personnes à la fois devant la fontaine. C'est dire qu'il y avait quand même une grosse affluence et qu'il y avait besoin de réguler. Du coup, c'est la solution qu'ils ont trouvée, 2 € pour garantir qu'il n'y ait pas trop de monde à la fois. Mais c'est qu'un exemple parmi beaucoup d'autres. Vous en avez eu plein récemment dans l'actu. Il y a eu, toujours en Italie, vous avez eu Venise qui a mis en place une taxe de 5 € pour les visiteurs d'un jour ou moins. Si vous partez un peu plus loin, au Japon aussi, il y avait un festival des cerisiers en fleurs. 210 000 personnes l'année dernière. C'était trop pour le site. Ils ne pouvaient plus recevoir tant de monde. On était bien au-delà des capacités d'accueil. Ils ont préféré mettre fin au festival parce que tout simplement, ça devenait ingérable pour cette municipalité japonaise. Donc vous avez comme ça plein d'exemples. Si on prend la France, il y a toujours ce sempiternel exemple du Mont-Saint-Michel qui est extrêmement fréquenté. Le Mont-Saint-Michel, c'était 1,5 million de visiteurs par an ces dernières années. Donc là on parle pas de quotas du côté du Mont-Saint-Michel, mais de mesures pour, on va dire, gérer les flux. C'est par exemple en empêchant de se garer trop près, donc ça veut dire qu'il faut passer par des navettes, et les navettes, on les espace pour faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de monde sur site à la fois. Des quotas d'autres sites ont carrément franchi le pas. C'est par exemple l'île de Bréa en Bretagne, pas plus de 4700 touristes par jour. Oui, ça c'est un vrai sujet de gestion des flux, parce que ça pose des problèmes à la fois économiques, environnemental, et puis pour le plaisir aussi. Je pense aux touristes, parce que c'est vrai que c'est pas toujours très agréable, Gilles. Oui, et qu'est-ce qu'on retrouvera dans vos débats avant de parler de ce sujet? Alors, dans nos débats, on va parler du départ de Jack Lang, la démission, puisque ça devenait intenable pour l'ancien ministre de la Culture de l'époque mitterrandienne. On va se poser des questions. Est-ce qu'il pouvait encore tenir longtemps à son poste à la tête de l'Institut du monde arabe? C'est l'effet collatéral, cette bombe à fragmentation qu'est l'affaire Jeffrey Epstein. Et puis, la Grande Mosquée de Paris qui publie un guide de 1000 pages pour concilier, dit la Grande Mosquée, foi et république. Comment faire en sorte que nos concitoyens musulmans comprennent les enjeux autour des notions de république. C'est vrai que c'est un vrai débat. Est-ce que ça va servir à quelque chose? Est-ce qu'il va y avoir consensus? On en parlera notamment avec nos débatteurs tout à l'heure à partir de 10h30. Félix. Alors, sur le surtourisme, je vous le disais, il y a donc ces problèmes de sites qui sont pris d'assaut, diraient ceux qui dénoncent le surtourisme. Il y a aussi la question du logement. Je ne sais pas si vous avez vu, c'est le grand classique. Souvent, les habitants, les locaux dans les lieux très prisés. À Barcelone, c'est les premiers à avoir lancé le mouvement de ces lieux touristiques qui sont devenus déjà insupportables à vivre parce qu'il y a du bruit, parce qu'il y a du passage, parce que les gens font la fête et ne pensent pas aux habitants qui sont là l'année. Et puis des logements inabordables. Avec parfois des collectifs d'habitants. Ça commence par des collectifs d'habitants, puis des mairies qui embrayent. Si on prend du côté de Marseille, de Saint-Malo, de Paris, on a des mairies qui ont embrayé un peu après les collectifs d'habitants. Par exemple, du côté de Marseille, on a des propriétaires, des multipropriétaires qui ont été mis à l'amende. Pourquoi ça? Parce qu'ils avaient mis tous leurs logements en Airbnb, on cite toujours Airbnb, mais en tout cas en meublé touristique temporaire, et on leur reprochait de ne pas en avoir laissé
c'est aussi un peu pour le marché classique. La mairie a obtenu en justice le retour de certains logements sur le marché de la location. Voilà. Une fois qu'on a dit tout ça quand même, attention, va nous dire notre invité, à pas tomber dans un antitourisme systématique quand même. L'écueil, si j'en crois sa récente tribune dans Le Monde, ça serait une forme de mépris de classe, voire d'élitisme. Vous savez, sur le côté cachez-moi ces destinations qui sont pas assez chics, qui sont trop populaires, qui sont trop fréquentées. Bon, ça ne dirait pas non plus de dire aux gens qu'il faut plus partir en vacances, de faire les rabat-joie, voire même de se servir de cette notion de surtourisme pour taxer tout ce qui peut être taxé. Évidemment, ça serait là l'écueil aussi de cette discussion qu'on peut avoir, et c'est un peu son message. Eh bien, on accueille tout de suite Jean Pinard. Bonjour Jean Pinard. Bonjour. Bonjour, vous êtes le président de Futourisme, un cabinet de conseil en développement touristique. C'est vous l'auteur de cette tribune dont vient de parler Félix Mathieu dans les colonnes du Monde. C'est la notion de surtourisme, dites-vous, relève du mépris de classe. En gros, on ne veut pas voir ces classes populaires qui ont aussi envie de voyager. On a rendu aussi le tourisme plus démocratique avec le low cost, évidemment, dans l'aérien. C'est une évidence aujourd'hui. C'est trop facile, dites-vous, de taper sur ces touristes qui vont tous au même endroit, au même moment? Oui, c'est facile parce qu'ils n'ont pas beaucoup de choix, ces touristes. En tout cas, ces visiteurs qui viennent dans les espaces aménagés spécialement pour eux, spécialement pour les accueillir. Donc, il y a eu une espèce de dérive où on a commencé à parler de surtourisme. Vous avez cité les cas de Barcelone. Barcelone et les différentes villes qui sont concernées par ce qu'on appelle le surtourisme, c'est plutôt un usage dévoyé d'hébergement. C'est pas qu'il y a eu plus de touristes, c'est qu'il y a eu des hébergements qui ont été dévoyés et qui étaient prévus pour loger des gens à l'année, puis qui maintenant accueillent des gens uniquement pour une semaine ou 15 jours. Et c'est vrai que ça pose des vrais problèmes. Mais quand on dénonce le surtourisme en dénonçant ce qu'on appelle le tourisme de masse, donc le fait que beaucoup de gens se déplacent au même endroit, moi je travaille pour le Cap d'Agde par exemple en ce moment, c'est la plus grosse station européenne. Il y a un peu plus de 200 000 lits. Donc quand il y a 200 000 personnes au mois d'août au Cap d'Agde, il n'y a pas trop de touristes puisque ça a été aménagé pour les accueillir. Mais on a dévié pour dire que finalement, cette forme de tourisme qui concentrait beaucoup de gens au même moment et au même endroit, c'était pas bien. Mais il n'y a pas de gens en plus que la jauge ne le permet. Je fais souvent référence au Stade de France. Quand le Stade de France est plein à 80 000 personnes pour une finale de rugby, il n'y a pas de surfréquentation dans le Stade de France. Bon, c'est la même chose dans les endroits très fréquentés qui ont été aménagés pour ça, pour accueillir autant de touristes. Donc vous êtes plutôt pour les quotas finalement? Alors, il y a deux formes de surtourisme. Il y a celui que vous avez cité tout à l'heure dans les villes, et je le dis, c'est un usage dévoyé. Et puis, il y a des trop grosses fréquentations sur des sites naturels. Alors le premier à avoir réagi, c'est le parc des Calanques, qui a dit pour que l'expérience des touristes, parce qu'on pense aussi à eux, soit pas trop dégradée, on prend le principe de la jauge et on dit à certains moments, il va falloir limiter l'accès. Donc il faut réserver à l'avance. Je rappelle que les Calanques, c'est pas payé, on réserve à l'avance pour y aller. Il y a des sites, ce qu'a fait Venise, en disant on va payer pour rentrer, et comme ça on pense que ça va limiter, mais c'est de l'hypocrisie totale, parce que la ville de Venise en même temps finance l'aménagement et l'agrandissement de l'aéroport pour doubler la surface de l'aéroport et doubler la capacité d'accueil des touristes à Venise. Donc c'est pas très cohérent, et on voit bien que c'est la foutaise, cette notion de taxe. C'est pour se faire un peu d'argent, et après tout, pourquoi pas, mais si ça sert à améliorer l'expérience, on peut le comprendre, mais le principe de jauge dans les espaces naturels ou dans la fontaine de Trévise, moi j'ai vu ce matin à Capri, c'est la même chose, c'est pour garantir une expérience qui ne serait pas trop dégradée parce qu'il y aurait trop de monde. Alors Jean Pinard, vous restez avec nous bien évidemment, et on vous attend au 0826 300 300 si vous êtes dans une zone justement où il y a beaucoup de touristes tout d'un coup le même jour ou pendant une certaine période et ça vous fait quasiment fuir, ou que vous ne pouvez pas vous loger parce que évidemment on est tous à la recherche de la bonne location pour les vacances au plus près du site touristique que l'on recherche, mais vous y habitez et que ça devient, moi je pense par exemple à Collioure, Banyuls, sur la côte catalane par
par exemple, ça devient un enfer tous les étés pour les résidents. Est-ce que vous comprenez l'agacement, donc, ou est-ce que vous dites, il faut aussi vivre de cette économie-là parce qu'il y a pratiquement plus que ça. Est-ce que ce discours, c'est simplement pour empêcher les gens de partir et on va dire leur mettre un peu la responsabilité sur le dos, ou faut-il taxer encore pour pouvoir réguler tout ça, le surtourisme? On vous attend au 0826 300 300. Mais Jean Pinard, ces histoires de quotas aujourd'hui, alors évidemment, ça n'est pas un frein, et vous le dites, à la fréquentation touristique, mais est-ce que ce n'est pas non plus, on va dire, la rançon de la gloire, parce que la France est un des pays les plus touristiques au monde, par exemple, aujourd'hui, et que on vit du tourisme, le PNB par habitant au niveau du tourisme est quand même très important, et qu'il faut faire attention non plus de ne pas faire l'effet contre-productif en disant, touristes, on vous aime que pour votre porte-monnaie, mais on n'aime pas vous voir non plus. C'est clair, mais vous l'avez dit en faisant référence au poids, au PIB du tourisme en France, alors qu'est selon l'INSEE à 5%, selon les professionnels du tourisme à 8%, donc on va dire entre les deux. Mais je fais cette remarque parce que c'est d'actualité. Voilà une activité que Trump n'ira jamais taxer. Il pourra jamais nous mettre des taxes comme il le met sur ce qu'on peut importer, donc exporter, pardon. Donc, il faut qu'on soit vigilant. Le tourisme, c'est peut-être le truc qui marche le mieux en France, l'économie la plus performante. Et c'est non délocalisable en plus, hein. Et en plus, donc il faut qu'on soit vigilant par rapport aux excès que peut produire le tourisme. Mais je vous fais quand même cette remarque. Entre 2019 et 2024, l'augmentation des nuitées touristiques, c'est l'élément comptable qui permet d'apprécier la performance de l'économie touristique, elle est de 1,7%. Donc il n'y a pas eu de surfréquentation depuis 2019. Ça, c'est un mythe qu'on reprend à chaque fois. Donc il y a juste eu des appréciations d'habitants de sites très touristiques qui sont plus agacés aujourd'hui, moins conciliants qu'ils l'étaient avant, et c'est peut-être ça qui pose problème. Mais vous savez, à la Grande Motte, il y a 100 000 lits touristiques. La Grande Motte ou le Cap d'Agde sont des stations qui ont été construites uniquement pour accueillir des touristes. Ça n'existait pas avant. À la Grande Motte, il n'y avait pas de village, il n'y avait rien du tout. Donc quand des habitants disent « nous on veut moins de touristes », il faut quand même pas exagérer. Alors, c'est des gens qui sont venus et qui sont restés là-bas parce qu'ils ont acheté des résidences secondaires. Jean-Pierre, je suis d'accord avec vous, mais si on prend l'exemple de Saint-Malo par exemple, c'est l'effet inverse. C'est la ville s'est vidée de ses habitants à la place des Airbnb, on est bien d'accord. Exactement, et avec une conséquence alors à laquelle peut-être personne n'a pensé, c'est que l'arrivée du TGV direct depuis Paris le vendredi soir, un double TGV qui arrive et qui dépose 800 touristes d'un seul coup, oui, effectivement, ça pose problème. Exactement. Jean-Pierre, vous ne bougez pas. Je voudrais qu'on accueille, et on fera une petite pause, Jacques qui est à Marseille. Bonjour Jacques. Bonjour, merci de m'accueillir sur cette radio. Jacques, vous ne bougez pas, on va pas parler du PSG avec vous, on va parler de la ville. Je suis méchant. C'est gentil de faire enfoncer le courant. Exactement. Allez, vous bougez pas Jacques, parce que vous vivez, vous, à Marseille, vous êtes Marseillais et vous avez une réflexion sur ce sujet du surtourisme et vous continuez de nous appeler aussi au 0826 300 300. À tout de suite. Mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. Et on continue de parler avec vous, vous nous appelez au 0826 300 300 pour réagir à cette question du surtourisme. Est-ce que vous comprenez le phénomène? Est-ce que c'est normal qu'on laisse les gens aller là où ils veulent aller pour leurs vacances? Il y a le phénomène aussi du low cost aujourd'hui qui permet à une plus grande majorité de nos concitoyens de partir en vacances, ou est-ce qu'il faut réguler? On voit arriver d'ici et là des histoires de quotas. On en parle avec notre invité Jean Pinard, qui est le président de Futuris, c'est un cabinet de conseil en développement touristique. Il est avec nous parce qu'il a aussi signé une tribune dans Le Monde où il considère que le surtourisme, et quand on parle de surtourisme, c'est une sorte de mépris de classe. Nous étions donc aussi à Marseille avec Jacques. Jacques, on vous retrouve. Alors vous êtes Marseillais, du touriste à Marseille, on peut pas dire qu'il y en a pas, il y en a beaucoup, ça c'est clair. C'est nécessaire, vous le vivez bien, j'allais dire, comment ça se passe? Je disais à votre collègue que moi, j'ai jamais été ennuyé par les touristes. Je ne dis pas que ça puisse pas arriver, mais j'ai jamais été ennuyé par les touristes. Autre remarque, je pense qu'on est malade de toxicomanie. On veut tout taxer. Un jour, on va taxer les balcons, l'air, on n'a plus d'euros, alors on met des taxes de partout. Le seul inconvénient du tourisme, c'est Airbnb.
À part ça, je pense à nos commerçants, ça apporte beaucoup de chiffre d'affaires aux commerçants qui en ont bien besoin. N'oublions pas que les PME sont beaucoup plus taxées que Total Énergie, etc., que les très grosses sociétés. Donc je pense qu'ils ont besoin de cet apport touristique. Après, problème de pollution. Bon, si on regarde un peu les études, bon, il semblerait que la plus grande partie de la pollution soit représentée par la voiture. Et à Marseille, il y a les paquebots, hein, ça a été de croisière, ouais, il a fallu gérer aussi. Hein. Ouais, mais là, rien. Si on regarde les études qu'on dit sérieuses, parce que des études peu sérieuses, ça n'existe pas. On dit toujours une étude sérieuse. Bon, il semblerait que le bateau et l'aérien représentent entre 3 et 5% de la pollution, en général, alors que la voiture et le transport routier atteignent 50%. Bon, alors, est-ce qu'il faut taxer le tourisme? Bon, moi, je pense que non, hein. Je préférerais qu'on... Alors, bien sûr, il vaut mieux taxer les touristes qu'enlever 15 euros sur la pension des retraités, ou 5 euros sur la bourse des étudiants. Ok. Mais taxer le tourisme, bon, je vois pas. Moi, j'ai pas envie que ça freine la consommation et que ça pénalise nos commerçants. Jacques Gagil a une question pour vous. Oui, vous avez parlé de Airbnb que vous enlevez de votre discours. Vous voyez beaucoup de vos amis qui font du Airbnb, et pourquoi le Airbnb vous dérange, vous, à Marseille? Il me dérange parce qu'il aggrave la crise du logement. Il y a des tas de gens qui n'ont pas les moyens de se loger et Airbnb accentue ce problème. Deuxième chose, Airbnb, c'est des gens qui sont de passage, qui restent là un mois ou deux. Bon, ils font ce qu'ils veulent, ils tapent, ils jouent de la musique jusqu'à 4 heures du matin. Bon, quelquefois, ils dégradent les lieux. Mais voilà. Ça, c'est pas un problème de surtourisme, c'est un problème de savoir-vivre, Jacques. Non, mais c'est un problème de savoir-vivre, c'est un problème... Je parle de Airbnb. Oui. Le tourisme, c'est lié à Airbnb. Beaucoup de touristes, au lieu d'aller dans les hôtels, ils louent Airbnb. Mais comme ils n'ont pas de rapport avec leurs voisins, ils sont là 2 mois pour s'éclater, donc ils n'en ont rien à foutre de leur voisinage, et ils foutent un peu le bazar. Bon. Ça, je l'ai vécu. Ouais. Jacques, vous bougez pas, merci beaucoup. On reste sur la Méditerranée, hein, puisque c'est quand même la destination préférée des touristes français, mais européens aussi. On va à Argelès-sur-Mer. Bonjour Diane. Oui, bonjour. Bonjour. Alors Argelès-sur-Mer, si je ne me trompe pas, c'est la ville où il y a le plus de camping. On est d'accord? Tout à fait. Et ça a forcément des conséquences. Ils ont réduit, mais ils les ont laissés s'agrandir. Donc les campings s'achètent entre campings, mais ils s'agrandissent. Donc on en a moins, mais ils sont devenus plus gros. C'est ça. C'est tout. Mais par contre, voilà, nous l'hiver, on est 10 000 habitants, et l'été, on passe à 130 000, 140 000 de touristes avec les campings et tout. Donc à la ville, ça apporte les frais de location, hein, les frais de séjour. Hein, les taxes de séjour, bien sûr. Les taxes de séjour, ça rapporte énormément, plus les Airbnb que ça rapporte à la mairie. Et ici, on bétonne. Voilà. Ici, c'est Argelès, ça bétonne. Voilà, sur les côtés, on bétonne pour pouvoir des logements. L'hiver, c'est vide, et l'été, c'est surchargé. Avec le Airbnb, comme il disait le monsieur. Par contre, quand il disait que c'est les voitures qui polluent le plus, il faudrait lui rappeler que c'est les téléphones qui polluent le plus. C'est pas les voitures. Alors, alors, pardonnez-moi, mais Diane, sur Argelès, quand on parle de 10 000, on passe de 10 000 habitants à 130 ou 150 000, il y a forcément des problèmes de pollution. On pense simplement à l'eau, par exemple. L'usine de retraitement des eaux, elle doit être capable d'encaisser un tel volume, tout d'un coup. Non, elle est trop petite. D'ailleurs, celle-là, il y a eu pendant les pluies, Canet, Saint-Cyprien, toute la côte, tout le monde, ça tout a rejeté dans la mer. Méditerranée, ça a tout rejeté dans la mer. Voilà. Et l'hiver, c'est trop petit pour encaisser tout ce qui va encaisser. Mais les mers, bon, là, mais c'est une économie quand même, Diane. Ça fait vivre quand même tout le territoire. C'est cette arrivée massive de touristes pendant la saison estivale. Tout à fait, ça fait vivre tout le monde, puisque maintenant il n'y a plus d'usines. Avant on avait des usines ici, on avait des usines à l'agriculture, on avait les fruits, tout ça, on n'a plus rien. Maintenant on vit que sur le tourisme pratiquement. Hein. Il y a 2 ou 3 usines, c'est tout. Mais il y a des petites entreprises. Donc oui, on va devenir un pays qu'on va vivre que sur le tourisme. Donc si on n'en prend pas soin des touristes, on n'aura plus rien pour vivre. Parce que voilà, ici ça se vieillit, ça vieillit, la région vieillit, parce que tout le monde
descend sur le sud pour le soleil et le beau temps, donc, et le tourisme. Ouais. Donc, voilà. Jean Pinard, je me retourne vers vous, président de Futourisme. Est-ce que la solution, en tout cas l'entre-deux, ça n'est pas finalement le touriste lui-même il y a un côté un peu grégaire, on va tous au même endroit, au même moment, alors qu'il suffit parfois de faire un petit pas de côté et on n'est plus dans la cohue touristique, j'allais dire. Alors oui, on parle beaucoup du pas de côté, c'est très à la mode en ce moment, mais il y a quand même quelque chose qu'il faut bien comprendre par rapport à l'exemple d'Argelès, mais toute la côte du littoral occitan, vous savez que le triangle Barcelone... On pourrait rajouter la côte atlantique, la Bretagne, oui. Les Alpes... Mais le triangle de la Méditerranée, Barcelone, Majorque et puis la côte occitane, c'est la plus grosse concentration mondiale de touristes. Oui. Ce triangle-là, c'est là où on accueille le plus de touristes au monde. Donc on a aménagé... Et heureusement qu'on a aménagé, mais c'est vrai sur la côte atlantique de la même manière. À Lacanau, on a concentré l'hébergement touristique pour qu'il y ait moins de diffusion de la fréquentation touristique dans la forêt landaise, parce que d'abord c'est dangereux pour les incendies, et puis ensuite c'est pas bon pour l'environnement. Donc il faut qu'on ait bien en tête qu'un touriste qui va à Argelès passer ses vacances, il n'est pas moins écotouriste que celui qui va marcher en Auvergne. Ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à apprécier. Mais si on fait le bilan carbone et si on prend l'impact sur l'environnement de quelqu'un qui va à la plage, il n'est pas plus dégradé que quelqu'un qui va marcher dans la montagne. Donc, c'est deux formes de tourisme différents. Mais il n'y en a pas un qui est plus vertueux que l'autre, en tout cas du point de vue de l'environnement. Alors, l'équation, c'est... Gilles a une question pour vous. Oui, moi j'avais vu, Jean Pinard, que l'année dernière, en fait, en raison des fortes chaleurs et des canicules, en fait, il y a beaucoup de gens qui avaient annulé le sud pour aller en Bretagne ou dans des pays où la température était plus acceptable. Est-ce que finalement, ce surtourisme va pas s'annuler de lui-même dans le sud avec les effets de canicule et qu'on va plutôt les retrouver justement sur la côte atlantique, en Bretagne et autres? J'avais lu ça que l'année dernière, il y avait eu beaucoup d'annulations dans le sud. De toute façon, à chaque événement, qui soit climatique, qui soit lié à une pollution, qui soit lié à un autre événement, à chaque événement, il y a des petits mouvements. Mais je vous promets qu'à la fin, ça ne change pas. Mais ça ne change pas parce que je vous le dis, il faut bien accueillir les touristes. Donc, on ne pourra pas transférer les 100 000 personnes qui vont à Argelès tout d'un coup en Bretagne. C'est pas possible. Donc, il y a une réalité, c'est la réalité de l'offre. On va là où on est capable de nous accueillir. La Bretagne, ça fait des années qu'on dit qu'il y a du surtourisme en Bretagne. Quand vous prenez la courbe de fréquentation, c'est la même depuis 10 ans. Ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé. Donc, il y a ça aussi qu'il faut prendre en considération, c'est que il y a des effets qui, tout d'un coup, au 15 juillet, vont nous faire parler d'un événement parce qu'il a fait très chaud, ou alors parce qu'il y a plu pendant 15 jours, les 15 premiers jours de juillet en Bretagne, et on dit tout le monde va descendre en Méditerranée. Mais à la fin, tout ça se régule parce qu'une année, ça fait 365 jours et que heureusement, il y a des phénomènes de régulation. Mais c'est l'offre qui conditionne la fréquentation touristique. Sans offre d'hébergement, il n'y a pas de fréquentation. Alors c'est l'anarchie. Ouais, c'est ça. Et après, effectivement, il y a la culture propre du touriste qui peut aussi apprendre à se tenir, à pas faire de bruit, forcément trop tard, pensant aussi à tout l'écosystème. Ouais, mais on est en vacances, donc on veut en profiter aussi. Oui. Mais je suis pas sûr que le surtourisme soit agréable pour les touristes. Quand vous êtes 10 millions sur une plage ou les restaurants les uns sur les autres, c'est pas forcément des vacances formidables. Il y en a qui aiment, mais bon, c'est chacun comme il veut. En tous les cas, le sujet est passionnant. Jean Pinard, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Président de Futourisme, cabinet de conseil en développement touristique. On remercie Diane depuis Argelès et Jacques à Marseille. On vous embrasse. Merci d'avoir participé à tout cela. Félix Mathieu, merci. Avec plaisir. À demain. À demain. Et dans un instant, c'est le débat avec nos 4 débatteurs. On va s'intéresser à Jack Lang qui a finalement démissionné de l'Institut du monde arabe. Est-ce que l'affaire est close pour autant? Ce sont les suites de l'affaire Epstein. Et puis la Grande Mosquée de Paris qui publie un guide pour concilier foi et république. Est-ce que ça peut réconcilier tout le monde? On voit ça avec vous aussi au 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord. Christine Bouillot, Sud Radio, parlons vrai. Cette semaine, réveillez-vous avec Patrick Roger dans le Grand Matin Sud Radio. Pour la Saint-Valentin,
Florajet.com et Sud Radio vous offrent des bouquets en forme de cœur composés de somptueuses roses rouges. Découvrez cette collection exclusive Ian Bouillot. Allez, on va. Ça a commencé le débat. Ça y est, voilà, on a commencé. Ils sont déjà là, ils sont en forme, c'est lundi. Déjà, on va faire le tour de table. Rachida Kaoud, bonjour. Bonjour. Président du Haut Commissariat des diasporas africaines de France, Mehdi Raïch. Bonjour Mehdi. Bonjour. Analyste politique, Riam Alouche. Bonjour Riam. Bonjour. Bienvenue. Enseignante et Laurence Sailly. Bonjour Laurence. Bonjour. Chroniqueuse politique, ancienne députée européenne. Alors, on va revenir avec vous dans un instant sur les suites de l'affaire des Epstein Files, comme on dit, et la démission donc de Jack Lang de l'Institut du monde arabe, mais il y a d'autres questions qui se posent derrière. Et également, on parlera avec vous de ce guide que va publier dès demain la Grande Mosquée de Paris, un guide pour concilier foi et république. Est-ce que c'est quelque chose de nécessaire aujourd'hui? Comment ça peut marcher? Est-ce que ça va être accepté par tout le monde? Et ça, c'est effectivement un sujet qui est dans l'actualité. On va commencer aussi, Gilles Gansman, par le zapping. Et oui, la petite info qui peut devenir la grande info. Bon vendredi, ils ont été plus de 6 millions de téléspectateurs français, dont nous, à être devant notre écran, avec une pointe à 7 millions d'eux, et au total, avec le replay, les chiffres donnés par France Télévisions, c'est 15 millions de personnes qui ont vu la cérémonie d'ouverture, c'est colossal. Alors évidemment, une cérémonie olympique avec des moments forts, la vasque en flocon à l'extérieur comme en France, plus jamais dans le stade, ça fait très longtemps que la vasque n'a pas été dans le stade, allumé par Alberto Tomba. Ce fut ici Maria Carré, figée devant son prompteur comme un glaçon. Et puis forcément, les comparaisons avec Céline Dion ont envahi les réseaux sociaux. Alors, est-ce que cette cérémonie était mieux que celle de Paris? Faut-il faire une comparaison? On écoute l'équipe TV au lendemain de la cérémonie. Et puis, je vous ai mis un bout de Maria Carré quand même. On commence par les JO, bien évidemment. C'est parti avec la cérémonie d'ouverture hier. C'est ça, le coup d'envoi des 25e Jeux Olympiques d'hiver hier à Milan, avec 4 cérémonies d'ouverture réparties donc sur les 4 sites dans cette zone du nord-est de l'Italie, et 2 allumages de vasques olympiques. Et comme à Paris il y a 2 ans, les organisateurs ont choisi de mettre la vasque en centre-ville. Par exemple ici, sous l'Arc de la Paix, dans le centre-ville de Milan. Ça fait le plaisir des spectateurs qui peuvent en profiter. Et donc des JO dispersés sur 7 sites, 22 000 km² dans des stations habituées à organiser les épreuves hivernales. Et pourtant, la neige est présente, mais tout va se dérouler sur de la neige artificielle pour répondre aux exigences des différentes fédérations internationales en termes de qualité. Les organisateurs des Jeux Olympiques de Milan-Cortina ont produit 1,6 million de mètres cubes de neige de culture en vue de garantir la bonne tenue des épreuves. Donc ça, c'est Maria Carré qui chante en italien, une chanson en italien avec un prompteur qui était en phonétique. En phonétique. En phonétique, effectivement. Et alors, beaucoup de gens ont pensé qu'elle était en playback. Là, les organisateurs ont démenti en disant qu'elle était Céline Dion, en tout le monde direct. pensait qu'elle était en playback, elle était en direct. Vous avez pensé quoi de cette cérémonie? Laurent, alors moi déjà, je trouve que c'est sympa de parler d'autre chose que de toute la morosité ambiante politique. Donc merci pour ce sujet. Et moi, j'ai préféré évidemment notre cérémonie française parce que je trouvais qu'elle était très variée, très complète, très disruptive pour certains. J'ai regretté qu'elle soit très critiquée sur des aspects un peu particuliers. Donc non, moi je suis fan de la cérémonie française, et puis ça m'a beaucoup amusé de voir d'ailleurs certaines personnes qui s'énervent juste après. Et quand on aime la France, j'ai du mal à comprendre qu'on se mette toujours des balles dans le pied et qu'on s'auto-mutile et qu'on revienne en fait sur ce qu'on sait faire nous-mêmes et de tout ce qu'est la diversité de la France. Mais est-ce qu'elle vous a plu cette cérémonie italienne? Oui, elle m'a plu. Mais vive la France. Oui, elle était classique. Elle était plus classique. Oui, elle était plus classique. C'est les Jeux d'hiver aussi. Moi, je pense que c'est bien aussi que les jeunes se retrouvent un peu dans leurs repères, si on veut, qu'ils regardent autre chose que des vidéos débiles. Donc, je pense que c'est mieux d'ouvrir un peu plus les cérémonies à des choses plus modernes. Bon, après, ce qui compte maintenant, c'est l'engouement qu'il y aura dans ces jeux et la joie que ça procure. Enfin, franchement, on a tellement besoin de revenir à des choses positives tant l'actualité est difficile. Mehdi. Alors moi j'ai pas spécialement regardé la cérémonie d'ouverture des JO à Milan parce que en fait j'étais pas présent, donc j'ai juste vu quelques extraits. Mais si je dois faire le comparatif avec le peu que j'ai pu apercevoir de la cérémonie avec celle de la France, c'est que je trouvais la cérémonie d'ouverture des JO de Paris exceptionnelle.
En plusieurs points, parce que déjà ça se passait en ville, c'était aux abords de la Tour Eiffel, il y avait quelque chose qui était extraordinaire, alors que là on retourne beaucoup plus dans un stade. C'est beaucoup plus traditionnel. Celle de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris, elle était exceptionnelle en ce sens. Elle était unique au bord de Seine, donc il y avait un cadre qui était hors norme. Donc si je dois donner mon avis, peut-être que c'est un peu chauvin, mais je dirais celle de la on va demander à nos française. auditeurs au 0826 300 300 si ils peuvent faire un comparatif entre les deux cérémonies. Effectivement, ces deux cérémonies de metteurs en scène qui sont complètement différents. Et rappelons aussi qu'à Milan, c'était une cérémonie dite éclatée. C'est-à-dire quand les athlètes rentraient, ils rentraient dans plusieurs sites en même temps qui n'étaient pas au même endroit. Donc la réalisation télé a permis, je ne sais pas ce que vous en pensez, de montrer quelque chose de différent. Mais est-ce que ça reflète l'Italie? Est-ce que ça a reflété, est-ce que ça doit être ça, une cérémonie d'ouverture d'une compétition, la plus grande compétition du monde? Alors moi je dirais qu'en fait déjà je pense qu'on peut pas comparer parce que les Jeux Olympiques en France tels que nous les avons, on a eu l'honneur de les accueillir, c'était en plein été. Alors que là, en fait, c'est les Jeux d'hiver. Mais il faisait -5. Donc non, c'était pour revenir sur le playback. Dis donc, chanter à -5 degrés, c'est quand même un peu difficile, on va dire ça, pour des ténors. Mais au-delà de ça, en fait, pourquoi je disais ça? Céline était sous la pluie. Non, mais c'est très difficile. Charlize Theron n'était pas du tout habillée comme avec un manteau de fourrure. Oui, et puis c'est pas tout ça pour dire que c'est pas la même ambiance. Quand c'est l'été, c'est les bords c'est la bord de Seine, c'est tout le monde est dehors, vous êtes avec un verre à la main, etc. Là, c'est pas pareil, là, vous êtes camouflé, voilà. Moi, c'est la remarque. Est-ce que vous avez remarqué les sifflets contre Didi Vance quand il est apparu à la télévision? Ça en dit long aussi. Le malaise qu'il y a autour des athlètes américains qui se sentent... J'aime pas lier, si vous voulez, les athlètes, ça reste des athlètes de tout pays. J'aime pas quand on mélange tout, justement. Ils sont pas responsables. Alors, c'est lui qui était plutôt visé, puisqu'après ils ont été applaudis à d'autres moments. Mais je pense que ça doit être un peu une parenthèse, le moment du sport, et on ne doit pas y mettre la politique. Je voudrais juste souligner quelque chose que j'ai oublié de dire, la prouesse sécuritaire pour la cérémonie d'ouverture en France. Il faut vraiment rendre hommage aux forces de l'ordre. Il y a eu des choses incroyables qui ont été réalisées pour que ça puisse être sur la scène, et bravo vraiment à tous les services de sécurité mobilisés. N'oublions pas qu'à une époque, c'était le moment de l'arrêt des guerres, les Jeux Olympiques. C'était un moment où tout s'arrêtait. C'était il y a dans ce dossier-là, bien sûr, puisqu'on parle des Jeux d'aujourd'hui, on a tous le regard tourné aussi vers Alpes 2030, et Tony Estanguet a dit il faut arrêter avec le JO bashing, puisque c'est en ce moment une organisation qui se met en place. Il a raison, Tony Estanguet, il faut arrêter avec ce côté, comme vous disiez, Laurence, on se tire toujours une balle dans le pied. Vous voulez réagir à ça? Je pense que je vais rejoindre Rachida sur le fait de ne pas forcément comparer les JO, que ce soit ici en Italie, en France ou en Italie, même si j'avais apprécié la cérémonie en France. Le micro bien devant vous. Voilà. Là, c'est bon? C'est bon. Voilà. Vous auriez pu me le dire, il n'y a pas de souci. Donc, je disais que comparer les deux pays, je trouve pas ça très intéressant. De mon point de vue, je pense que ça devrait rester une parenthèse, un moment de joie, de gaieté, comme vous disiez tout à l'heure. Je pense que vous avez vu la cérémonie italienne? Vous avez apprécié? Non, j'ai vu des extraits, j'ai pas regardé, mais j'avais regardé la cérémonie française et j'avais beaucoup apprécié. Je trouvais ça beaucoup plus grandiose, beaucoup plus beau. Mais c'est un point de vue personnel. Voilà. On peut un peu aussi parler, puisqu'il y a des événements. Hier, il y avait aussi le Super Bowl qui a été très politisé par avec Donald Bunny Trump. qui est passé, et puis Donald Trump a tout de suite fait un tweet en disant que c'était la pire séquence du Super Bowl de l'histoire, que c'était un scandale et que c'était une honte vis-à-vis des valeurs américaines et que ça ne représentait pas la grandeur des États-Unis. Oui, alors que tous les observateurs ont constaté que finalement le show n'était pas du tout politisé. Mais ça devient un outil politique, justement. Mais ça devient un atout politique de ne rien dire, tout à fait. Il faut faire très attention justement à ça, parce que d'ailleurs, ça m'a fait beaucoup rire, parce qu'avant les JO en France, tout le monde, c'était vraiment, comme vous le disiez tout à l'heure, vous l'évoquiez, une forme de JO bashing. Alors on a eu ceux qui ont dit c'est impossible, faut pas faire la cérémonie à l'extérieur. Ça va être une catastrophe. Tout le monde a fait Paris catastrophique et tout ça. Et on sentait bien que c'était des attaques politiques contre Emmanuel Macron, en anticipation, contre le ministre de l'Intérieur. Et je me disais mais comment on peut aller jusqu'à
effectivement soi-même si vous voulez, se détruire, parce que économiquement, c'est quand même un enjeu extraordinaire. C'est une vitrine pour la France. C'était absolument génial. Tout le monde se rappelle de ces JO. On était tous heureux. C'était une parenthèse enchantée. Voilà, une parenthèse enchantée. Et même les JO pour les personnes déficientes, les Paralympiques, qui ont été extraordinaires. Donc, tous ceux qui étaient en négatif se disent patriotes souvent. Mais être patriote, c'est aimer son pays. Et quand on a envie de dire que ce qu'on va faire est nul, et là on entend déjà la petite musique à venir, quand on a envie de critiquer toujours ce que font les Français, c'est pas ça aimer son pays. Et là, je trouve que les patriotes se sont retrouvés dans une situation justement assez inconfortable quand ils ont été pris à leur propre jeu du France bashing. Par contre, je note une chose sur l'évolution des cérémonies d'ouverture, c'est qu'elles deviennent de plus en plus télévisuelles. Et uniquement pour les personnes qui regardent. On l'a vu à la cérémonie de Paris. Mais elles ne sont conçues que pour la télévision. Elles ne sont conçues que pour ça. Et pour la télévision américaine, il faut le savoir. Voilà, donc aujourd'hui, c'est vraiment devenu un spectacle en ce sens. Donc on rejoint le côté, c'est un événement hors norme, c'est tout le pays qui met toutes ses forces pour montrer toute son histoire, toute sa culture, toutes ses compétences en théâtre. Donc vraiment, c'est un moment unique dans un pays. Les JO de Paris ont marqué l'histoire en ce sens. Allez, on va continuer avec vous quatre, Rachida Kaout, Mehdi Raïch, Riam Alouche et Laurence Sailly. On va se retrouver dans un instant et on va se quitter pour faire une petite pause avec cette fameuse musique qui est désormais devenue un hymne. Oui. Un hymne anti-Trump. C'est comme ça que c'est vécu aujourd'hui. Donc voilà, dans un instant... Oui, c'est extrait du Super Bowl. Du show de la mi-temps. Du show de la mi-temps, ouais, absolument. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio et vous nous appelez aussi au 0826 300 300. On va continuer avec le zapping de Gilles. Vous parlez sieste. Allez, on va parler sieste. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. Et avec vous au 0826 300 300. Vous n'hésitez pas, vous êtes bien sûr les bienvenus en compagnie de Rachida Kaout, présidente du Haut-Commissariat des diasporas africaines de France, Mehdi Raïch, analyste politique, Riam Alouche, enseignante, et Laurence Sailly, chroniqueuse politique, ancienne députée européenne. On continue avec le zapping de Gilles Gansman, dont vous nous avez parlé de sieste. C'est-à-dire... Oui, parce qu'il y a une nouvelle étude qui révèle que la sieste permet de rester plus jeune. Et oui, résultat, le ministère de la Santé, dans une feuille de route qui a été transmise au Premier ministre, encourage le déploiement dans les entreprises d'espaces de repos pour faire la sieste, d'aménager des espaces où on puisse aller dormir. Le ministère indique que le manque de sommeil, la réduction du stress et j'arrive pas à me relire, et l'amélioration de la concentration sont les bienfaits de la sieste au travail. Un reportage de Démotivateur. Des siestes régulières empêcheraient le vieillissement. Une nouvelle étude publiée dans la revue Sleep Health vient de révéler que faire une petite sieste préviendrait le déclin cognitif. Cette étude a été réalisée sur 300 000 personnes entre 40 et 69 ans. Les données récoltées ont révélé que les adeptes de la sieste gagnent en moyenne 2,8 à 6,5 années de vie. Selon les études précédentes, une sieste entre 10 à 50 minutes serait plus bénéfique pour la santé. Alors, ça vous dit de rajeunir 6 ans? Il suffit d'aller dormir après. Alors, on n'est pas obligé de dormir 2 heures. Non, on peut dormir 10 minutes. 30 pour récupérer. Bon, moi, je voudrais qu'on aille au 0826. On a Éléonore qui nous a appelé. Bonjour, Éléonore. Bonjour. Bonjour. Vous êtes pour ou contre Est-ce que vous faites la sieste sur votre lieu de travail? Oui, comme demande Gilles. Alors, je suis à 1000% pour. Ouais, tu vois. Et oui. Parce qu'on est mieux après. Oui, et puis c'est dur de tenir toute une journée pour une raison ou pour une autre. Il y a toujours des choses qui se passent en journée et où on a mal dormi ou autre. On a un coup de stress, on a besoin de se détendre. Ouais. Alors, est-ce que vous avez un endroit pour dormir sur votre lieu de travail ou pas? Alors oui, mais c'est au niveau d'une salle du CSE, parce que moi je suis en open space. D'accord. Alors qui a accès à cette salle? Tous les employés, mais c'est une petite salle et c'est une salle de repos. C'est pas une salle, enfin une salle de repos. C'est une salle qui sert un peu à tout. C'est pas une salle, non, pas du tout, pas aménagée. Et c'est pas une salle de sieste. Donc il y a des gens qui parlent. Voilà. On me glisse dans l'oreillette qu'on a une salle de repos à Sud Radio aussi avec des lits. Pour les matinaliers, qui arrivent à 2h ou 3h du matin. Après ils sont censés rentrer, s'arrêter à un moment donné. Oui, mais on a un matinalier qui est patron de la radio et qui a besoin de récupérer. On raconte les coulisses, effectivement. Est-ce que ça vous choque cette idée-là? Dites-moi. Alors moi, ce qui me choque, c'est l'obligation
que pour les entreprises, parce qu'on va encore rentrer dans un truc de fou. C'est-à-dire, autant moi je trouve ça formidable, les micro-siestes, je trouve que même 10 minutes c'est peut-être même un peu trop, les micro-siestes, il faudrait revoir quelques études qui disent que c'est vraiment très très ils court. encouragent les entreprises, Voilà. pour l'instant c'est pas une obligation. Les chefs d'entreprise de toute façon sont assez grands pour savoir ce qui est utile, parce que en termes de productivité, si vous voulez, effectivement beaucoup de chefs d'entreprise se rendent compte dans des grandes entreprises qu'il est utile de permettre à leurs employés d'avoir ces petits moments en fait de récupération. Donc ils sont assez grands pour savoir ce qu'ils ont à faire. Si on commence à demander à fixer trop de contraintes aux entreprises, ça va être encore un enfer quand vous n'avez pas les locaux, quand vous n'avez pas d'espace et que ça peut devenir un lieu de litige. Ce que vous dites encourage, mais vous savez comment on est en France. D'abord on encourage, après on oblige. Donc, oui, c'est bien, mais attention à ne pas mettre encore des petites structures dans des situations impossibles. Quand vous n'avez pas les locaux, que vous n'avez pas les moyens, ça risque d'être compliqué. Juste demander à Éléonore qui nous a appelé au 0826 300 300. Éléonore, ça a été une demande des salariés, cette salle de repos, ou c'est venu de la direction? C'est une demande. Non, c'est une demande des salariés. En fait, c'est le CE. D'accord, comité d'entreprise qui a demandé à ce qu'il y ait cette salle de repos. Et est-ce que vous trouvez que vous travaillez mieux tous? Est-ce que l'entreprise est gagnante au bout du bout? Alors oui, quand on peut en bénéficier, parce que comme je vous ai dit, c'est pas une salle de repos à proprement parler où on peut dormir. Je veux dire, c'est plus une salle où chacun va pouvoir se retrouver pour discuter et autres. Et effectivement, moi qui peux avoir des problèmes de concentration du fait de l'open space, le fait de pouvoir se recentrer et se mettre un peu à distance, ça permet de mieux redémarrer. Ouais. C'est intéressant. Oui. Vous vouliez rajouter quelque chose? Oui. Alors, c'est déjà démocratisé en Asie. Donc, vous avez le Japon, la Corée du Sud et en Chine. Ils ont des coussins spéciaux. Sleeping room. Et puis, ça, vraiment, les résultats sont probants. Ça augmente la productivité et ça n'est nullement, justement, en fait, considéré comme un handicap pour les entreprises. Au contraire. Donc, je pense qu'on peut expérimenter ça en France. Et je suis persuadée que, donc, on va vraiment monter en efficacité et surtout aussi pour le bien-être en fait des employés. Ria Malouche, moi je voulais vous me tourner vers vous. Êtes enseignante. Alors quand on a des élèves, des étudiants devant nous, le cours de 14 heures ou le cours de 15 heures, est-ce que on est aussi efficace? On a une barre. Vous et eux. Oui, exactement. Alors moi, souvent. Je fais la sieste comme ça dans la salle de pause. Donc oui, ça peut aider sur mes deux bras pour ceux qui nous écoutent. Donc ça peut aider quand on dit une sieste, on parle de 20 minutes à 15 minutes heure, on parle pas de dormir 3 heures. Là c'est pas une sieste, c'est une nuit entière. C'est ça. Et puis aussi, moi je pense que ça peut être bénéfique pour les salariés pour qu'ils soient plus productifs, faut qu'ils soient quand même bien en forme, en quelque sorte. Je pense pas qu'on parle d'obligation. C'est plutôt une incitation. Oui, je suis pour l'incitation, je rejoins Laurence, c'est que tant que ça rentre pas dans le cadre de l'obligation, c'est vrai que ça peut prendre, et en France... Devant votre micro, Mehdi. Ah oui, désolé. En France, on est spécialiste des grandes problématiques administratives, donc si c'est incité par les salariés, si c'est une demande des salariés et que l'entreprise est plutôt ouverte à ça, ça peut être une... Puis après... Voilà, c'est plutôt bénéfique pour tout le monde, surtout que ça réduit le stress, ça permet de recentrer, c'est exactement ce qu'a dit l'auditrice. Donc moi je trouve que c'est une excellente idée, mais il faut que ce soit une incitation et une volonté de partie à la fois de l'entreprise et de la volonté des salariés. Il faut une vraie coopération en ce sens. Ouais, et puis ce qu'on disait avec Christine, tous les deux en préparant l'émission, c'est vrai que c'est aussi une tradition dans le Sud. Et, bien sûr, on fait toute la sieste dans le Sud. Tranquille le travail. Non, là, je peux rien vous dire. On mange du cassoulet tout le temps. Avant l'heure du pastis. Non, mais déjà qu'en France, on est passé aux 35 heures, parce que là où je veux mettre, voilà, si en plus, si vous voulez, maintenant, on rajoute des, alors logiquement, c'est sur votre heure de déjeuner. Voilà, ça c'est très important. Non, parce que je vois tout de suite venir, si vous voulez, les problèmes qui peuvent arriver, parce que entre les salariés, les syndicats, la CGT qui va s'agiter en disant maintenant on veut tous le droit à la sieste et tout. Qui paye? Voilà. Souvent aussi, c'est des questions d'organisation de l'entreprise et puis de locaux. Non, mais de toute façon, les grandes entreprises ont déjà perçu le fait que c'était quelque chose d'utile. Donc c'est très bien qu'elles puissent le mettre en place. Maintenant, moi je vous dis attention aux artisans, aux commerçants.
C'est impossible. La plupart du temps, ça va nécessiter. Non, mais ce qui est positif, c'est que les grandes entreprises aujourd'hui en France, elles se tournent vers le bien-être du salarié. Mais elles n'ont pas attendu les politiques. Notamment aussi avec les crèches. Ça, faut pas oublier, parce qu'il y a des micro-crèches qui sont installées aussi au sein de grandes entreprises et qui rendent service en fait à ces mamans ou à ces parents qui ont de grosses problématiques concernant la garde des enfants. Donc on évolue positivement et puis en tout cas on ne peut que saluer, on va dire, cette proposition et j'espère qu'elle va aboutir. Tous à la sieste. Je le dis, personne n'a attendu les politiques pour faire ça. Non, mais c'est pour ça, moi, ça m'agace un peu de toujours avoir des idées qui sortent comme ça, comme si on avait créé quelque chose. Les chefs d'entreprise sont assez grands pour savoir ce qui est bien pour leur entreprise. On n'attend pas les ministres. Non, mais c'est toujours des coups de. C'est pas au niveau local. Qui a besoin d'annoncer quelque chose. Peut-être qu'il a besoin de faire la sieste. J'en sais rien. Parce que vous, les députés, vous faites la sieste à l'Assemblée de l'Europe. Alors, au Parlement européen, normalement, on a la possibilité d'avoir un fauteuil ou un petit canapé dans les bureaux qui ne sont pas non plus des bureaux qui sont confortables et chacun le gère comme il souhaite. Je ne suis pas sûre qu'on soit les plus accablés physiquement. Je pense que quand on travaille à l'usine, on a plus besoin d'une sieste que quand au vu de la fréquentation, justement. Ça dépend, la fréquentation, peut-être. Il y a énormément d'absentéisme. Non, pas plus. C'est pas vrai. En commission, il y a énormément de travail en commission. Là, vous jetez des chiffres que vous ne connaissez pas. Ouais. Je sais pas. Moi, je regarde les chiffres. Il y a le travail en commission. Vous regardez peut-être les chiffres du RN. Non, en fait. Oui, entre autres. Mais tout le monde n'est pas comme ça. Je regarde un petit peu, si vous voulez, le nombre d'heures de présent. On peut le ressortir. Moi, je l'ai pas là sous les yeux, mais en tout cas, je peux vous dire que. Parce que je peux dire que je parle pas de vous. Vous étiez peut-être assidus. Mais je suis en train de parler en général le taux de fréquentation. Excusez-moi. Donc déjà à l'Assemblée nationale en France, excusez-moi, ils sont tous en vacances. Mais alors au niveau de l'Union européenne, non mais l'hémicycle il est quasiment, enfin il est jamais rempli à 100%. Non mais madame, vous vous trompez, je vous assure. Regardez au Parlement européen, au moment des votes, les députés sont présents. Vous pouvez pas dire ça. Au moment des votes. Mais il y a un an. Oui, mais après il y a les commissions. Les commissions, les gens sont présents. Il y a les commissions bien sûr, mais elles sont désertées. Je vous dis ça parce qu'en fait j'ai des amis qui sont à l'Assemblée nationale et au niveau européen, et je peux vous dire qu'ils me disent qu'il y a de nombreux députés de différents bords politiques qui sont absents. Faut dire ce qu'il y a. Mais vous fâchez pas, c'est pas très grave. Je ne défends personne, j'aime bien la vérité. Mais oui, d'accord. Est-ce que l'on peut trouver le chiffre? C'est un fait. C'est pas des mensonges, ce sont des faits. Vous connaissez même pas le Parlement européen. On va ressortir les chiffres. Je sais pas si quelqu'un peut les sortir, mais en tout cas le taux de présence. Le taux de présence, tout ça pour dire qu'en fait ils se foulent pas des masses non plus. Rachida, le taux de présence au Parlement européen, de toute façon, il est calculé de manière très précise. Mais oui, c'est pas ça. Et effectivement, c'est sur le site pour chaque député. Pour chaque député, en France, c'est aussi quantifié, mais cette fois en volume de textes déposés, d'amendements, etc. Enfin voilà, c'est aussi très très règlement. La seule différence entre le Parlement européen, si je me trompe, Laurence, sous votre gouverne, c'est que le Parlement européen sanctionne les absences. En termes de... Si vous êtes absent au moment des plénières, c'est ça. C'est compliqué. Mais moi, quand j'ai fait la comparaison avec quelqu'un qui travaille à l'usine, effectivement, je trouve que c'est beaucoup plus difficile de travailler à l'usine que d'être député européen. Maintenant, comme j'aime bien les choses justes, je trouve qu'au Parlement européen, moi j'étais en commission, les commissions, elles étaient remplies. Et puis, au moment des votes, l'hémicycle est rempli. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus ? C'est ce que j'ai vu de mes yeux vus. Maintenant, peut-être que j'ai été une année où les gens venaient. Alors, vous avez 20 secondes, Gilles Gansman. Alors, 20 secondes. Article de France Info par rapport à Jordan Bardella, qui n'est jamais au Parlement. On ne peut pas dire ça, c'est France Info. Le candidat du Rassemblement national affiche un taux de présence de 94%, mais même s'il est moins actif que ses principaux concurrents. Parce qu'il est présent dans ces fameuses assemblées où c'est comptabilisé. Et qu'il n'est pas présent en commission. Il faut être précis. Voilà. En fait. Donc là, c'était France Info. On est obligé et on embrasse Éléonore. Merci Éléonore de nous avoir appelé au 0826 300 300. Dans un instant, il est bientôt 11h. On va faire une pause. On va voir l'info. On aura également les préférés de Jean-Paul Delperrier pour les courses qui se courent à Cagnes-sur-Mer. Et on revient avec nos 4 débatteurs dans un instant sur Sud Radio. À tout de suite.
Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. Et en compagnie toujours de Laurence Sailly, chroniqueuse politique, ancienne députée européenne, Ria Malouche, enseignante, Mehdi Raïch, analyste politique, Rachida Kaout, présidente du Haut-Commissariat des diasporas africaines de France, et Gilles Gansman également. Le zapping est maintenant terminé, mais on aurait pu mettre un son dans le zapping pour notre premier sujet du jour, à savoir la démission que l'on a appris ce week-end. Donc la pression devenait trop forte pour Jack Lang, donc a décidé de présenter sa démission de l'Institut du monde arabe. C'est l'effet collatéral de l'affaire Jeffrey Epstein. Alors pour l'instant, on n'est pas, une enquête a été ouverte, mais pour blanchiment, c'est le parquet financier qui s'est saisi de l'affaire avec visiblement des comptes offshore. Mais est-ce que les uns et les autres, on peut dire maintenant qu'il a démissionné, l'affaire est close? Affaire terminée. Laurence. Il y a une affaire juridique qui commence puisque il y a eu le parquet s'est saisi. Maintenant, moi je pense que par rapport aux éléments vérifiés qui ont déjà été mis à la connaissance du public et que personne n'a contesté, effectivement, il fallait qu'il démissionne. La question se pose sur un ensemble de sentiments d'impunité qu'il a exprimé lui-même la semaine dernière en disant « je suis blanc comme neige, tout est normal ». Sa fille est venue aussi faire un scénario qui a été contredit par les faits par ailleurs. Donc je pense qu'ils auraient dû même s'éviter cette séquence d'explications un peu ambiguë. Ça leur aurait permis d'éviter maintenant d'être contredit par les faits, mais il y aura une enquête et les choses diront. Après, ça sert à rien de s'acharner. Il a quitté ses fonctions et la justice va faire son œuvre. Je pense qu'il faut tourner la page. Je me demande qui ils vont mettre. J'espère que ce sera quelqu'un de compétent. Mehdi Raïch. Il aurait dû démissionner bien avant. On parle d'une personne qui a 86 ans. On sait que les dossiers Epstein, alors là, aux États-Unis, c'est une véritable bombe. Et en Grande-Bretagne. En Grande-Bretagne, ça aura des ramifications. Absolument pas. Ça aura des ramifications absolument partout. Mais de manière générale, Jack Lang, il a déjà fait son temps. Et en fait, ce qui me gêne, c'est, et je reviens sur ce qu'a dit Laurence, c'est lorsqu'il a fait son interview la semaine dernière, c'était au micro de France Inter, quand il a dit « je n'étais pas au courant que Jeffrey Epstein était un délinquant sexuel ». Je ne l'ai pas connu de cette manière-là. RTL. Excusez-moi, autant pour moi. Mais en vrai, c'est fou de dire ça en termes de communication, c'était une catastrophe. Donc, sachant que Jeffrey Epstein était déjà condamné dans les années 2000, il peut pas tenir cette position publiquement. Donc, il aurait dû démissionner bien avant. Et moi, je comprends pas qu'à 86 ans, il soit toujours en poste. Donc, moi, c'était nécessaire qu'il démissionne. Ensuite, sur le volet juridique, il faut que le PNS est saisi. Il faut absolument que il y a tout un travail journalistique qui s'affait, mais il faut absolument qu'il y ait une ouverture d'enquête. Parce qu'on voit que les ramifications sont tellement énormes, on voit que plein de personnes sont citées. J'ai vu qu'à Chicago, il y avait des personnes qui avaient diffusé sur un mur le nombre d'occurrences, le nombre de mails, par exemple, vous pouvez citer Trump, vous pouvez citer Jill Evans, qui sont publiés. Donc on voit 1400 mentions, on voit 2000 mentions avec le nom des personnes dans les dossiers Epstein. Donc il faut faire quelque chose, c'est un dossier politique qui va animer, je pense, les prochaines années. Et il était important que si vous êtes impliqué dedans et que vous êtes Jack Lang, il faut absolument démissionner. Ce n'est pas possible quand vous avez entretenu ces liens, que votre fille a entretenu des liens, il faut absolument faire quelque chose. C'est pas seulement avoir entretenu les liens, c'est parce qu'il y a eu quand même des faits qui ont été démontrés. Oui, notamment avec l'entreprise, parce qu'on peut être cité et ne pas. Alors déjà, il y a eu aussi des faux, avec, on l'a vu, une usurpation d'une identité d'un journaliste du Parisien, enfin pour mettre en cause Emmanuel Macron, pardon. Donc il faut quand même faire attention. Mais là, dans son cas, il y a quand même des choses avérées en termes de positionnement qui font que c'est ça. Mais on peut être cité sans être coupable. Faut quand même faire attention. On va continuer. Ria Malouche, je voudrais qu'on écoute l'invité politique ce matin sur Sud Radio, qui est Clémentine Autain, qui revenait sur à la fois l'affaire Jack Lang, puisque c'est une affaire qui découle des dossiers et des révélations sur Jeffrey Epstein. Ce que dit finalement cette affaire, notamment en ce qui concerne la place des femmes. Écoutez-la. Et je trouve que cette affaire Epstein, en fait, elle nous dit quelque chose d'assez profond sur ce qu'est le pouvoir dans sa trajectoire historique, c'est-à-dire un lien avec la domination, la possession des femmes. Et je crois que le moment est venu de faire une révolution, en fait, dans le rapport au pouvoir.
avoir du pouvoir, ça ne peut pas, et singulièrement politique, rimer avec la possession des dorures, des voitures et des femmes. Ouais, enfin, alors oui, mélange tout. Mais elle mélange tout. Je voudrais qu'on entende Rima qu'on n'a pas entendu, Rima, sur ce dossier et ce que dit Clémentine Autain, parce que dans certains mails, on voit comment les femmes aussi, pardonnez-moi Laurence, sont traitées. Je vais vous trouver des femmes, la marchandisation, enfin la façon dont il parle dont c'est évoqué, c'est quand même assez affligeant parfois. Oui, alors pour revenir sur Jack Lang, personnellement, je pense qu'il aurait dû démissionner il y a longtemps. Je pense que c'est quand même outrageant de dire je ne savais pas que Epstein était un prédateur sexuel, alors que il y a quand même un système en place d'abus avec des personnes, des puissants du monde entier. Qui prennent des jets, qui traitent des personnes, des femmes, des enfants comme des marchandises. Donc ça, ce sont des faits. Aujourd'hui, on a accès à ces dossiers-là. Concernant Clémentine Autain, je ne sais pas ce qu'elle veut dire par révolution. Par contre, je peux être d'accord avec elle sur le fait de dire que il s'agit d'un système d'abus, d'exploitation. Ce qu'on voit avec Epstein et avec toutes les personnes qui ont participé là-dedans. Bien évidemment que la majorité des personnes dans cette affaire sont des hommes avec de l'argent, du pouvoir. Ce sont des faits. Et il y a aussi un système d'impunité qui se met en place quand il s'agit de ce genre d'affaires. C'est-à-dire que les gens savent, ferment les yeux, et puis un jour on se rend compte... c'est que les grands de ce monde, il y a des conseillers on va vous laisser terminer, pardonnez-moi. Juste, je me disais que on sait que c'est un système qui est fermé, des gens sont au courant, mais décident de fermer les yeux. Voilà, de fermer les yeux, et puis un jour, il y a tout qui éclate, il y a des mails, il y a des choses, des photos, et on fait les choquer. Et je pense que il faudrait peut-être mettre le curseur sur les victimes et sur l'impunité, en fait, que de ces gens-là, au lieu de juste se dire qu'on n'est pas... je suis désolée, mais moi je vais parler de responsabilité collective, parce que il faut changer en fait la donne. Il faut mettre le curseur sur les victimes dans ces affaires-là. Et se dire que oui, ces gens qui ont du pouvoir, qui ont de l'argent, un système en fait de qui prostitution, qui ont accès aux médias, système dans le monde entier. C'est un réseau international. Et on savait pas. Voilà. Alors on va faire circuler Laurence. Je suis horrifiée par cette affaire, évidemment. Rachida. Mais ce que je veux dire par là, quand je dis qu'elle est en train de faire aussi un peu de récupération politique, c'est que malheureusement, dans tous les milieux, ça existe. Je vais prendre le cas de Madame... Non, mais malheureusement, justement, je dis, on peut pas dire que c'est que les riches. Madame Pellico, on a vu ces prédateurs, c'était des gens de tout milieu. Ça pouvait être un boulanger, un ouvrier, donc la prédation sexuelle sur les femmes et sur les hommes aussi, puisqu'il y a des victimes hommes, des jeunes garçons, notamment dans plein d'autres histoires, elle est malheureusement incarnée dans tous les milieux. Donc, ils sont riches, peut-être qu'ils ont été protégés parce qu'ils étaient riches et puissants, mais il ne faut pas oublier que dans les milieux défavorisés ou n'importe quel milieu, le mal est profond. C'est la perversion de l'homme qu'il y a à mettre en cause, dans toute sa profondeur. Parce que sinon, on pourrait penser que c'est pas grave, c'est que les riches. Mais non, dans les milieux pauvres, ça existe. Il y a un journaliste, je crois que c'est en Belgique, qui a passé une annonce pour proposer de faire violer sa femme par endormie. Il a eu en quelques heures plein de réponses. Donc il faut qu'on fasse attention à pas détourner, comme vous dites, le problème. C'est pas seulement un problème chez les riches et les puissants, c'est des prédateurs sexuels hommes, en l'occurrence, avec des complices femmes parfois, qui s'attaquent à tous les niveaux, à des hommes, à des jeunes garçons, à des jeunes femmes, et il faut soigner le mal dans la profondeur et être vraiment intransigeant dans tous les milieux et pas seulement dans ce qui sera visible. Rachida, on vous a pas entendu.
Oui, l'affaire Epstein, pour moi, c'est l'horreur absolue. En fait, en réalité, c'est catastrophique. Pas plus tard qu'hier, je regardais aussi sur les réseaux sociaux, notamment aux États-Unis, les différentes vidéos qui ont déjà fuité. Et je peux vous dire que c'était insoutenable. J'ai complètement tout de suite arrêté en fait de regarder parce que j'ai eu en fait des nausées. Et je me dis comment cette horreur absolue a pu continuer en fait pendant de nombreuses années. Parce que la véritable interrogation aujourd'hui qu'il faut se poser, c'est tout le monde savait au sein de nos élites, donc ça en dit long quand même sur nos sociétés, ça en dit long sur justement l'interrogation que personne n'arrive à poser et que j'ai envie de poser aujourd'hui. Qui est derrière cette affaire ? Qui est derrière ? C'est pas possible à l'échelle internationale d'avoir autant de personnalités mouillées, d'avoir autant de politiques, d'avoir autant de stars. C'est juste impossible. Donc Epstein, ok. Mais qui est derrière, en fait, en réalité ? Pourquoi ces vidéos ? Pourquoi, en fait, justement, aujourd'hui ? Pourquoi ça sort aujourd'hui ? Moi, c'est ce qui m'interpelle aujourd'hui. Et je vous rejoins complètement concernant les victimes. On fait pas le focus sur les victimes. Personne n'en parle. Sauf que il y a eu de nombreuses victimes mineures qui, aujourd'hui, sont en âge adulte. Elles doivent avoir près de 30 ans, aujourd'hui, voire plus. Et personne n'en parle, elles ne se manifestent pas. Est-ce que la peur continue ? Oui, est-ce que la peur continue ? Qui est en face d'elle ? Vous avez vu qui est en face d'elle ? Parce que vous avez l'affaire Pellico, j'entends bien. Les victimes, il n'y avait qu'une victime et plusieurs prédateurs, dont son mari, etc. Mais dans cette histoire tentaculaire qu'est l'affaire Epstein, c'est quand même... les têtes sont en train de tomber. Et attendez, aujourd'hui, au président des États-Unis. Aujourd'hui, on ne parle que des personnalités connues. Je vous passe les détails en fait des chefs d'entreprise, pareil, qui sont CAC 40 et j'en passe. Attendez, ça va arriver. La boîte de Pandore, elle vient juste d'être ouverte. Là, c'est le début du feuilleton Epstein. Et je pense que l'horreur n'est pas terminée. Et on a tous une responsabilité collective. C'est celle de s'ériger. C'est celle de s'ériger et de demander en fait, écoutez, vous savez, quand on est la France, on est quand même en droit et en capacité de demander à ce que les États-Unis en fait nous fournissent. Qui demandent l'ouverture d'une enquête parlementaire sur ça. C'est pour ça que je dis que nous sommes effectivement tous concernés. Collective, à chaque fois, c'est une phrase qui m'exaspère parce que moi, quand je vois des petites filles de 6 ans qui sont en fait enfermées auprès de gros porcs, excusez-moi, oui, ça s'appelle une responsabilité collective, c'est de protéger en fait justement tout ce qui est. On n'est pas les pervers, on n'est pas les complices. Les pauvres. On va les pauvres enfants. Devoir faire une pause. Si vous voulez vous aussi intervenir, et vous êtes les bienvenus parce que cette affaire passionne les gens, mais en même temps vous interpelle à tous. Je veux dire, personne ne parle pas de cette affaire. Vous nous appelez 0826 300 300. Bien évidemment, on continue nos débats jusqu'à midi. On est en compagnie de Rachida Kaout, Mehdi Raïch, Riam Alouche et Laurence Sailly jusqu'à midi. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. Et en compagnie de Rachida Kaout, Mehdi Raïch, Riam Alouche, Laurence Sailly également avec vous au 0826 300 300. Cette affaire Jack Lang, est-ce qu'elle est close définitivement ? Vous dites non, maintenant on a quand même besoin d'avoir... C'est que le début. C'est que le début, alors cette affaire-là, mais il y en a d'autres aussi par ricochet. Ça va, alors ça a des répercussions internationales. On voit en Grande-Bretagne la déflagration, puisque tout le cabinet du Premier ministre est en train de tomber. Son directeur de cabinet, son ministre des Affaires étrangères. Donc on voit effectivement, il y a une déclaration d'ailleurs de Katie Williams qui se dit sidérée et très inquiet de la situation politique. Donc la bombe à fragmentation n'a pas encore donné tous ses effets. Et puis, si vous le permettez, le prince Andrew. Oui, mais il avait déjà été destitué. Il était déjà embourbé dans l'histoire. Là, on découvre quand même qu'il y a un ministre qui jouait contre son camp. Enfin, je veux dire, c'est quand même assez redoutable dans cette histoire-là. À qui profite le crime, Mehdi Raïch, dans cette histoire ? Alors, difficile à dire. Alors, on a beaucoup parlé hors antenne du comportement des hommes, qu'il y avait certaines femmes qui étaient impliquées, mais on a parlé aussi, Christine, du fait que là, ça touche une caste particulière parce qu'on parle beaucoup de l'argent, du pouvoir des médias et que ce sont des personnes qui peuvent, dans l'imaginaire collectif, être totalement intouchables. Mais de manière générale, c'est un système de prédation qu'il faut interroger et le comportement de manière générale des hommes que peuvent avoir envers les femmes. Donc là, en fait, c'est plus une question au fond de culture et de sociologie. C'est-à-dire que comment aujourd'hui on voit la femme, comment l'homme voit la femme, comment on arrive à être un prédateur sexuel, comment on devient un prédateur sexuel. C'est pas forcément quelque chose que vous avez en vous, c'est peut-être aussi un comportement qui peut être appris. Donc c'est toutes ces questions-là. Et aussi, il y a la manière est-ce qu'on devient prédateur sexuel ou c'est des mœurs d'une époque qu'aujourd'hui on ne veut plus voir ?
Peut-être un peu disposer des femmes comme ça nous c'est chante. de tout temps. Moi, je veux quand même faire la différence entre des machos et des violeurs. Non, voilà, mais oui, vous voyez ce que je veux dire, parce que moi j'entends tout le monde être horrifié quand on voit le comportement des hommes dans le milieu politique, par exemple, par rapport aux femmes, où on considère que les femmes, si vous voulez, à part servir le café, je veux dire, on les met rarement, à part Michel Alliot-Marie qui a eu, ou d'autres, à qui on a donné des fonctions dans des domaines régaliens, ou Rachida Dati à la justice. C'est des femmes qui ont réussi à émerger. Mais naturellement, si vous voulez, le comportement des hommes, notamment en politique par rapport aux femmes, si vous voulez, il n'est pas très exemplaire, mais c'est dans la vie en général, et je le redis, malheureusement. C'est-à-dire que dans l'entreprise, on le voit aussi. Alors, il y a des comportements qui sont négatifs par rapport aux femmes, et après, il y a les prédateurs, la perversion, le viol, qui est encore une autre échelle. Je pense qu'il ne faut pas tout mélanger. Parce que sinon, on en arrive. Je vous parle pas de vous, hein, mais on en arrive à la déconstruction. On en arrive à la théorie de la déconstruction. Vous voyez, avec Sandrine Rousseau qui veut déconstruire les hommes et tout. Donc, je pense qu'il faut garder la tête froide. Il y a des crimes, il y a des délits. Après, il y a des comportements qui sont pas adaptés. Mais il faut mettre tout à des niveaux un peu différents et pas tout dans le même sac. Sinon, on en arrive à. Il faut déconstruire les hommes parce que un type va avoir une remarque un peu macho. C'est quand même pas pour autant un prédateur sexuel. Moi, j'ai une idée de système derrière, parce que là on parle de système de prédation, mais quand tout à l'heure on parlait du système Pellico, au fond c'est encore un système, c'est comment on se comporte dans un environnement clanique et comment on arrive à mettre une pression sur une femme ou sur des individus pour qu'ils aient un comportement précis. Donc au fond il faut aussi interroger cette forme, en fait, ce système, la manière dont les gens peuvent se comporter dans un groupe, où au final on arrive à abuser de gens. Donc il faut plus d'éducation sexuelle à l'école pour comprendre, non ? Moi je pense qu'il faut mettre, l'école doit permettre aux enfants de se protéger, c'est-à-dire que ça fait des adultes qui savent se défendre. Moi je suis pour le fait qu'on explique à nos enfants très tôt ce qu'un adulte n'a pas le droit à faire sur lui, parce que contrairement à ce qu'on pense, même si on dit que c'est les parents qui doivent le faire, c'est pas toujours des conversations qui sont évidentes. On essaie. Moi, je suis très ouverte sur ces sujets-là avec mes enfants, mais je peux comprendre qu'il y a des parents qui ont peut-être juste des difficultés à expliquer à leurs enfants où est la limite. Mais j'espère qu'on avance sur le sujet. Vous voyez, il y a des choses toutes simples. Moi, par exemple, j'ai 2 filles et je leur ai toujours dit, si vous n'avez pas envie de faire la bise à tonton qui a de la barbe, machin, non, c'est votre corps. C'est pas, allez, un bisou. Vous voyez, c'est des petites choses comme ça qui comptent. Parce que quand on apprend à un enfant à dire non, j'ai pas envie de te faire une bise, ça lui permet aussi de dire non sur tout le reste. Et ces sujets deviennent un petit peu plus ouverts en ce moment, tant mieux, parce que les abus sexuels, je le rappelle, qui sont aussi, il y a beaucoup de victimes, des petits garçons et des garçons. Il n'y a pas que des femmes, faut pas oublier. Les abus sexuels sur les enfants, là, j'ai l'impression que, les victimes sont tellement nombreuses. Vous entendez tous ces témoignages. Regardez ce qui s'est passé à la mairie de Paris. On est en train de pas découvrir, mais les choses commencent à être dites. Moi, je suis en France, de l'ASE, et puis dans les suites de l'affaire Betaram aussi, on voit que c'est quand même aussi. Je suis choquée par tout ça, donc tant mieux qu'on en parle, mais mettons les choses à leur bon ordre. Et puis on peut se rappeler quand même qu'en 1959, le patron de l'Assemblée nationale, il y avait eu l'histoire des balais roses qui était sur des femmes mineures, où là aussi des hauts fonctionnaires, des politiques. L'autre scandale qui nous a percuté. Et c'était les balais roses. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, Valérie. Et moi, je viendrai aussi sur l'affaire de l'abbé Pierre aussi, qui était une icône et qu'on n'a pas pu. Voilà, il a fallu attendre des années après sa mort pour pouvoir découvrir une omerta, mais tout le monde savait. C'est difficile à casser une omerta. Il y a une loi. Il y a une notion de puissance. Ce que vous disiez. Ce qui est difficile, c'est ça, c'est de protéger des victimes contre un système, comme vous le dites, qui est puissant, contre des personnalités qui sont puissantes. Et surtout, oui, aussi. Ouais. Et les croire. Oui, aussi. Mais on s'attaque pas, en fait, aux puissances, justement. On s'attaque pas parce qu'en fait, on se dit, on n'est pas au niveau, on n'a pas les armes, on n'a pas les moyens non plus. Souvent, des victimes, en fait, restent cloîtrées dans le silence parce qu'en fait, elles n'ont pas les moyens d'aller payer même un avocat, en fait, ou tout simplement le courage aussi. Vous l'avez dit tout à l'heure, Laurence, mais non, c'est catastrophique. La vraie question, c'est de se dire comment on peut protéger des personnes qui ont subi justement des viols, des exactions comme celle-ci, et qu'est-ce que nous, on est en capacité de mettre en place pour qu'elles puissent automatiquement, en fait, avoir l'assistance nécessaire. Ça ne veut pas dire que on va dire cet organe qui va pouvoir assumer ça, va pouvoir s'attaquer maintenant aussi à ses puissants. Vous le voyez dans l'affaire Epstein, c'est catastrophique. C'est limite un système
système, je le vois comme ça, de compromat, parce qu'il y a tellement en fait d'enjeux, il y a tellement en fait de preuves qui sont tenues contre les uns et les autres que du coup, qui aura le courage de s'attaquer à... Mais est-ce que le danger dans cette affaire Epstein, c'est que ce soit finalement mis sur la table 3 millions de documents sans filtre, sans précaution, sans recoupement, etc. et qui fait que on met tout sur le même plan et que tout ne se vaut pas dans cette histoire-là, Mehdi? Oui, ça là-dessus, oui. Mais ils sont en train de filtrer, là, justement. Ouais, mais c'est 3 millions de documents, c'est une charge informationnelle extraordinaire. Ça va nécessiter des années et des années de travail, de recoupage, de mise en contexte. C'est un travail qui va durer des années. Donc là, la justice, et là, on parlait de commission d'enquête parlementaire sur ce sujet, mais il en faudra encore et encore. Ça va durer des années et au final, les victimes, on les entendra pas forcément. Même, autant moi, je trouve que c'est bien d'en parler, mais c'est pas non plus l'Assemblée nationale ne doit pas se transformer en tribunal non plus. Là, je commence à observer que la commission d'enquête, c'est devenu maintenant le deuxième tribunal. On a une justice en France, il faut que les choses soient suivies. On a beaucoup critiqué les journalistes le premier week-end où c'est sorti en disant oui, personne n'en parle. Non, c'est parce qu'ils font un travail sérieux de décryptage et de recoupement. Ils peuvent pas, on peut pas jeter en pâture le nom des uns et des autres. C'est un travail de fond et les journalistes le font et la justice doit faire son travail. Mais le politique, qu'il ait une opinion et qu'il mène des combats, ok, mais il ne faut pas non plus essayer de récupérer tout. Allez, au 0826 300 300, depuis Carcassonne dans l'Aude, c'est Marc qui nous a appelé. Bonjour Marc. Bonjour. Bonjour. Quel est votre avis sur ce sujet colossal, finalement J'ai les poils qui s'hérissent, ça me rend un peu fou, en fait, si vous voulez. Parce qu'on en parle déjà depuis des années et je trouve que quand on touche les enfants, c'est plus que sacré. Vous voyez ce que je veux dire, de pédophilie ou que ce soit les viols après en grande partie, si vous voulez. Je trouve que ces gens-là, ils sont impunis. Parce que déjà on les place dans des endroits, dans des prisons où ils se retrouvent tous ensemble et je trouve que déjà ils payent pas leurs dettes parce qu'avant on considère maintenant que c'est des malades, mais si vous voulez ces types là quand ils sortent ils refont pareil quoi. C'est des types, ils ont des pulsions. Alors on parlait de castration chimique dans d'autres pays et tout ça, moi je suis pour ces types là, si vous voulez, au bout d'un moment ils ont touché en fait à un truc qui est tellement pur, si vous voulez, que qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent de pire à part ça, quoi, après? Au bout d'un moment, il faut arrêter de les protéger. Il faut arrêter de protéger aussi tous les politicos qui trempent là-dedans. Quand je vois, moi, Jack Lang, encore à l'âge qu'il a... alors attention, Jack Lang n'a pas... rien... Il n'y a pas du tout de lien direct qu'il est trempé dans l'affaire. C'est pas simplement son lien d'amitié professionnel et peut-être financier qui aujourd'hui revient en question et qui lui est reproché. Mais absolument pas sur l'affaire pédocriminelle de l'affaire Epstein. Il n'y a rien qui le démontre, pour l'instant. Après, si vous voulez, il y a tellement de bagages depuis des années, avec toutes les histoires qu'il y a eu au Maroc et tout ça. Au bout d'un moment, ce type-là, il faut arrêter de découvrir, quoi. Il faut qu'il y en ait qui parlent, il faut qu'il y en ait qui en fait, faut qu'il y ait des langues qui se délient, si vous voulez, pour qu'on sache vraiment la vérité. Parce que je trouve qu'en fait, ce monde-là, le monde politico et tout ça, c'est trop médiatique. Ils sont trop couverts. Voilà, médiatique, c'est trop couvert en fait. Parce que vous, quand vous êtes petit particulier, quand vous devez la misère somme de 100 €, on vous saigne jusqu'à la moelle, vous voyez. Alors ces types-là, ils détournent du pognon, ils font des choses qui sont ignobles, ils vont dans des pays faire travailler des minots, gagnent de l'argent sur le dos de tout le monde, on les paye en plus. C'est un peu c'est un peu l'écœurement, en tous les cas, le sentiment du tous pourri qui rejaillit derrière cette histoire-là. Et on vous entend, Marc, évidemment, vous avez votre avis sur cette question. Merci Marc de nous avoir appelé au 0826 300 300. On est obligé de marquer une courte pause dans cette émission et on se retrouve juste après sur Sud Radio avec nos 4 débatteurs. On va tenter de se mettre d'accord sur un autre sujet. C'est la publication par la Grande Mosquée de Paris qui publie un guide pour concilier foi et République. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord. Christine Bouillot, Sud Radio. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. Et en compagnie de nos 4 débatteurs, on continue avec vous 4 ce matin sur Sud Radio. On va parler de cette décision de la Grande Mosquée de Paris, donc qui a décidé d'éditer un ouvrage pour comprendre les enjeux entre la République, la foi et la République, essayer, on va dire, d'apaiser cette relation
compliqué, complexe. Laurent Sailly, est-ce que la Grande Mosquée de Paris, dans son rôle, quand elle fait ça, est-ce que ça peut apaiser les choses dans, on va dire, l'éclatement aussi des courants au sein de l'islam de France? Moi, je pense que les règles, elles sont déjà claires. La religion, c'est à la maison. C'est pas au travail, c'est pas à l'école. La religion, elle doit rester dans le cercle intime. Quand je vois que on est obligé de, si vous voulez, adapter parfois les horaires de travail pour s'adapter au Ramadan, je ne comprends pas. Et c'est un sujet qui est réel. C'est pas. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise. Là, je vais parler du monde de l'entreprise et du travail, qui sont contraints par des pratiques religieuses. Ça, ce n'est pas possible. Moi, je respecte toutes les religions. Les gens, de manière générale, si vous voulez, la pratiquent de manière intime. Mais j'estime que quand on est au travail, quand on est dans l'espace des enfants, quand on est dans le secteur public, on ne doit pas importer sa religion. Les règles de la République, on les connaît. Et ça vaut pour toutes les religions. De la même façon, je considère que les politiques n'ont pas à être dans une incarnation religieuse. D'accord, mais le fait que la Grande Mosquée de Paris rappelle les principes d'une république laïque qu'est la nôtre aujourd'hui, dans le texte, il y a 1000 pages et il y a 1000... Je l'ai pas encore lu et je vais peut-être pas tout lire. C'est pire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'aimerais bien savoir exactement comment ils présentent les choses. Néanmoins, dans les règlements intérieurs des entreprises, on doit permettre aux chefs d'entreprise d'être très strict sur le sujet de la laïcité. C'est-à-dire que le chef d'entreprise n'a pas à organiser la vie de l'entreprise par rapport à des règles religieuses. Et c'est le cas aujourd'hui dans plein d'endroits. Et comme il y a une pression qui s'exerce sur le chef d'entreprise, il est obligé de s'y contraindre. Et c'est pas normal. Qui veut, Mehdi ? En fait, je sais pas exactement, le document sera publié demain. Ouais. On sait ils ont fait plusieurs commissions, ils ont interrogé des personnalités politiques, ils ont interrogé des imams, des autorités religieuses, des politiques, des universitaires. Donc on verra, en fait, je suis curieux parce que c'est divisé en 3. Il y a les préconisations, il y a le glossaire, donc on va voir comment ils ont articulé les notions et expliquer quel type de notions dans l'islam ou pas. Et puis ensuite, il y a toute la question des commissions, qu'est-ce qui a été dit, la teneur des échanges, comment ils ont pensé. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment ils ont pensé ce document. Vers quoi on se dirige à la fin. Donc ça indique deux choses. D'une, c'est qu'on voit bien qu'il y a une crispation collective autour du sujet de l'islam. Et deuxième point, puisqu'il y a crispation collective au sein de la société autour du sujet de l'islam, et si on extrapole au sujet des musulmans, est-ce qu'il y a les bons, les mauvais musulmans, comment ça se passe, comment il y a l'islamisme, en fait, il faut une réponse politique. Et on voit que ce sujet de la Grande Mosquée de Paris, là, pour moi, il y a une interrogation, c'est que qui parle à la Mosquée de Paris ? On sait que c'est très proche du pouvoir algérien. Avant de formuler un document, j'ai envie de savoir exactement qui a parlé derrière. Donc, il y a la question géopolitique derrière et la question de la relation franco-algérienne. Et sur le prisme de la religion, c'est vrai que ça peut être une problématique de politique publique, mais derrière, ça montre bien qu'il y a une crispation autour de l'islam et des musulmans en France. Donc, scepticisme en attente de lecture de lecture. Ria Malouche, votre commentaire. Personnellement, je ne comprends pas d'où est-ce que ces gens parlent. Parce qu'ils vont rédiger un guide pour tous les musulmans de France. Mais ils sont qui pour rédiger ce guide-là? En France, il y a plusieurs des musulmans qui pratiquent. Il y a plusieurs madhab à l'école. Il y a des malikites, il y a des shafiites, il y a des hanafites, je pense. Comment ils ont fait pour s'organiser et qu'est-ce qui a été mis en avant dans ce guide-là? Faut pas que ça devienne une norme pour les musulmans de France. Et c'est quoi un musulman de France? Moi, je ne sais pas. Les gens ont des pratiques différentes. La religion d'abord, c'est la pratique. D'accord? Enfin, selon moi, je pense que vous êtes peut-être d'accord ici ou pas. Donc, je ne comprends pas à quoi servirait ce guide. J'ai l'impression d'entendre une sorte de guide de développement personnel. Pour les croyants musulmans, je comprends pas. Un outil qui, pour l'instant, ne convainc pas. Rachida. Oui, je pense aussi que on va dire que ce guide ne change ni la loi. Ni la religion, c'est plutôt un guide pédagogique, donc où on rappelle ce qu'est la laïcité. Maintenant, en fait, en réalité, ce dont a besoin la France, ce dont ont besoin les musulmans, c'est d'avoir un consistoire musulman de France, avec au même titre en fait que Napoléon avait créé cet outil pour les Juifs de France, eh bien le faire, avoir le courage politique de le faire. Donc oui, la solution, elle peut être politique, en ayant le courage finalement d'avancer sur ce chemin-là,
pour protéger les musulmans eux-mêmes, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en fait, en réalité, les musulmans sont aussi victimes. Victimes, pourquoi ? Parce que l'islam est galvaudé en France, donc l'islam aussi est tiraillé par plusieurs pays qui essayent en fait de manipuler, on va dire, des populations sur fond, on va dire, d'intérêts politiques, géopolitiques, ce que vous voulez. Donc moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est pas un guide, c'est vraiment qu'on travaille sur le fond, sur la création d'un consistoire musulman de France. Les musulmans l'appellent de leur vœu. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent avoir un interlocuteur qui va pouvoir parler aux instances, qui va pouvoir être aussi consulté d'une seule voix. Même si effectivement l'islam a plusieurs, on va dire, courants, les chiites, les sunnites, et j'en passe, les wahhabites et compagnie, mais il n'en demeure pas moins que l'islam, c'est un seul livre, donc le Coran, et en l'occurrence, c'est bien, on va dire, l'avis du prophète sur lequel, en fait, se basent les musulmans pour pouvoir appliquer leur islam et puis le pratiquer. Et Laurence Sayette a tout à fait raison. La religion, c'est de l'ordre privé, donc l'État n'a pas à mêler ses affaires dedans. Vous êtes religieux, c'est votre problème, vous ne l'imposez à personne, vous vivez votre religion, votre foi ou pas, ça reste encore une fois de l'ordre du privé. En revanche, avec toute cette passion autour de l'islam, aujourd'hui, il faut apporter des solutions et en même temps protéger nos enfants parce que, effectivement, je vais vous donner un exemple précis à Ivry-sur-Seine, vous savez, où je suis élue, il y a des enfants, en fait, des jeunes, qui sont en quête, en fait, spirituelle, recherche, etc. Bon, c'est l'âge en même temps. Et ils se sont rendus dans une mosquée. Je ne citerai pas laquelle, sauf que le prêche en fait était vraiment très radical. Et puis ils sont venus me dire, Madame Kaout, est-ce que c'est vrai que dans l'islam, donc on doit effectivement arrêter de dire j'adore le ketchup, j'adore le Coca-Cola. Vous savez, c'est tellement insignifiant ce que je suis en train de vous dire, mais c'est aussi très grave parce qu'en fait ils recherchent des réponses. Et le consistoire musulman de France, justement, apportera ces réponses-là, mais qui ne seront pas... Il y a une question aujourd'hui d'autorité et d'autorité de formation à la tête de ce consistoire. Voilà, justement, c'est tout sauf ce que vous avez dit, c'est-à-dire que qui en fait a la légitimité. Ouais. C'est très simple, c'est une consultation au niveau national qu'il faut mener, prendre des imams qui sont, je ne vais pas dire compatibles avec la République, mais qui comprennent ce qu'est la République, ce qu'est la laïcité. La religion n'a jamais été contre la laïcité, puisque la laïcité protège les religions. Non, mais c'est pas ça le sujet, mais oui, non, mais c'est important aussi, ça. Mais ça c'est assez philosophique. Concrètement, à partir du moment où quelqu'un sera nommé, il sera contesté par une part. Imaginons qu'on nomme quelqu'un de modéré. Il sera contesté par les radicaux. On l'a vu avec le CCIF, qui a été interdit en France et maintenant qui est devenu le CCIE et qui agit avec autant de, si vous voulez, de problématiques et qui est tout aussi agressif. Soyons clairs. Donc moi, malheureusement, je pense que si on nomme quelqu'un de modéré, tous les radicaux très organisés vont se mettre contre et donc l'autorité n'aura pas de... Déjà, Madame Sayette, ce qu'il faut, c'est nommer des personnes qui sont françaises, qui ont grandi en France, qui connaissent la France. Pas le sujet, mais ils ne seront pas entendus par les radicaux. Mais si, justement, parce qu'on est en train de parler de l'islam de France. Je vais vous dire, c'est pour ça qu'en fait, mais il n'aura pas de pouvoir dans les mosquées. Les mosquées radicalisées, on les connaît. Certaines sont fermées, d'autres non. Mais c'est du fait justement qu'il n'y a aucune organisation. C'est l'État qui doit fermer les mosquées qui prêchent. Est-ce que la difficulté, ce ne sera pas d'atteindre les jeunes, finalement, pour moi, c'est le point, c'est qu'on peut parler des mosquées radicalisées. Effectivement, je suis plutôt d'accord pour dire qu'il faudrait tendre vers un consistoire, mais on sait comment fonctionnent les grandes institutions. Il y a forcément des luttes de pouvoir en interne, et sachant qu'on parle d'islam, il y a probablement certaines personnes qui vont vouloir dire non, ils sont pas assez modérés, c'est pas l'islam. Ça existe dans toutes les religions. À la naissance du consistoire, juif. Moi, je rejoins un point, c'est que pour le coup, pour moi, le sujet, c'est vraiment la jeunesse. Et là, il y a une question. Désolé, mais je vais le dire comme je le pense, des réseaux sociaux derrière. Aujourd'hui, les prêches, finalement, dans les mosquées sont toujours, c'est pas le souci, mais sur les réseaux sociaux, ça devient très compliqué d'endiguer des discours qui, eux, sont de plus en plus durs et de plus en plus violents. Ouais. Et le sujet, il est ici, quand vous parliez de la jeunesse, je pense aussi qu'ils passent par TikTok. Ouais. Ils vont passer par YouTube. Et là, le discours, il peut pas être régulé, parce que vous allez avoir des personnes qui sont particulièrement radicales et particulièrement prosélytes. Et le souci, il est là, c'est que même si on crée un consistoire, finalement, on va rester dans une forme traditionnelle. On va passer, on va dire, donc à l'institution, puis à les mosquées, mais tout ce qui se passe autour, tous les réseaux sociaux, la plus grande mosquée du monde, ça reste TikTok. Donc même si vous n'allez pas le vendredi faire votre prière, par contre, tout le reste de la semaine, vous pouvez avoir un discours qui est radicalisé
radicaliser et ça va tomber dans les oreilles des jeunes. Ils vont tomber dans des mouvances de plus en plus identitaires, ils vont être en période de fragilité parce qu'à 10 ans, à 15 ans, à 18 ans, on peut quelque part se chercher et ils vont tomber dans ces biais-là. Bon, ça sera activement commenté parce que quand on lit effectivement dans le glossaire déjà ce qui est dit sur l'avortement, par exemple le mariage, le blasphème, effectivement ça va donner lieu à beaucoup de débats et de discussions. Et rappelons que nous sommes un pays laïque et les défenseurs de la laïcité, 120 ans qu'elle a été promulguée, disent on a tous les outils dans cette loi sur la laïcité pour défendre la République et protéger tout le monde. Voilà, la religion à la maison et pas dans l'espace public. On va s'arrêter, si vous voulez bien, dans un court instant. On va faire vos coups de cœur et votre coup de gueule. Il nous reste un gros quart d'heure à passer ensemble. On va commencer avec vous, Laurence, et on va dans une poignée de secondes revenir sur l'attaque au couteau dans ce collège de Sanary. Ça vous a interpellé, vous vouliez revenir dessus. À tout de suite et au 0826 300 300. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. Encore un quart d'heure à passer ensemble. Rachida Kaout, Mehdi Raïch, Riam Alouche, Laurence Sailly autour de cette table ce matin sur Sud Radio. On ouvre la page des coups de cœur et des coups de gueule. Je le disais, Laurence, vous vouliez revenir donc sur cette attaque au couteau, cette enseignante qui a été poignardée dans ce collège. Sans histoire de Sanary-sur-Mer, c'était la semaine dernière. D'ailleurs, on a eu des nouvelles ce matin par le ministre de l'Éducation nationale. Elle va un peu mieux, l'enseignante, et tant mieux. Mais vous, ça vous a interpellé, vous vouliez revenir dessus. Tout à fait. Alors déjà, je lui apporte évidemment tout mon soutien ainsi qu'à toute la communauté enseignante et tous les jeunes qui ont assisté à ce drame. Pourquoi ça m'interpelle ? C'est parce qu'on n'en parle pratiquement plus déjà, au bout de quelques jours. Comme si ça tombait un peu dans le fait divers, comme si on s'habituait. Parce qu'il y a eu plusieurs attaques de ce type, comme si maintenant on allait parler de ça presque comme un accident de voiture. Alors que les causes sont multiples. Multiples pourquoi ? Quand on regarde précisément ce qui s'est passé avec l'attaquant, qui a 14 ans, en 3e, je sais pas si quand même, il faut s'imaginer quand même, rien ne va dans cette histoire. Pourquoi rien ne va ? Premièrement, il avait déjà exprimé le fait qu'il allait passer à l'acte. Il avait déjà des couteaux qu'il avait rapportés auparavant, plusieurs jours avant. Il en avait parlé à ses copains de classe. Personne n'a bougé. Donc là, déjà, je me pose une première question. Est-ce que les jeunes avaient peur d'en parler ? Est-ce qu'ils n'ont pas pris au sérieux ? Je ne veux pas les attaquer, évidemment. Mais je pense qu'il faut quand même être très alerte sur ce genre de signal. Deuxièmement, ce jeune avait déjà été... la justice avait eu connaissance de sa situation parce qu'il y avait eu un signalement de violence intrafamiliale. Et on nous dit, effectivement, lui a dit non, je n'ai pas subi de violence, mais la petite sœur avait subi des violences. Et qu'est-ce qui s'est passé ? On a dit, on va faire une thérapie familiale. Donc ça veut dire qu'en fait, je constate que quand on sait qu'une enfant a subi des violences, sa petite sœur, ça se termine en thérapie familiale. Vous voyez le contexte quand même. Ouais, après c'est peut-être difficile à froid comme ça avec des éléments parcellaires du dossier de juger. C'est pas des éléments parcellaires, c'est le procureur. Oui. Donc c'est-à-dire, mais la réalité c'est qu'en France, on considère qu'il y a des violences intrafamiliales. La petite sœur est victime de violences et ça termine en thérapie familiale. Moi, j'estime déjà qu'un enfant qui est victime de violences, il n'a pas à être laissé dans son environnement parce que ça devait être bien plus violent. Je suis pas sûre que ce soit mieux, mais bon. Non, mais dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? Non, mais ce que je veux dire, c'est que rien ne va. C'est un ensemble de choses. Oui, je suis d'accord. Et enfin, il a été sur Internet pour se renseigner pour connaître la différence de sanction entre un assassinat et un meurtre. Donc quand on dit mais c'est pas parce que la sanction va être plus importante que ça va décourager, la preuve que si. C'est-à-dire qu'il a eu quand même la conscience d'aller regarder pour savoir si un assassinat ou un meurtre allait être le plus puni. Et enfin, pour finir, l'aspect politique de la chose. Aujourd'hui, dans nos établissements scolaires, il ne se passe rien concrètement pour protéger les enfants. Alors on dit mais ça sert à rien de mettre des portiques. Quand Laurent Wauquiez a mis des portiques dans sa région, tout le monde a hurlé en disant voilà. Donc comme c'est pas totalement efficace, on ne fait rien. Les gamins, par exemple, aujourd'hui, quand ils sont, s'il y a une attaque au sein des établissements, rien n'est mis en cause pour pouvoir, si vous voulez, les confiner. Techniquement, on a la solution, il y a des systèmes, mais on ne le fait rien. Donc les semaines passent, les mois passent. Quand il y avait eu une autre attaque, on avait demandé un rapport
à Naïma Mouchou. Elle avait fait un rapport. Qu'est-ce qu'on en a fait de ce rapport sous Monsieur François Bayrou? On n'a rien fait. Là, il s'est passé ça la semaine dernière. S'il se repasse la même chose la semaine prochaine, le ministre va se déplacer, on va dire que c'est là, mais on ne fait rien. Et moi, j'attire l'attention, cette violence qui est multicausale, c'est-à-dire qu'il y a un ensemble de causes, il faut vraiment la prendre en compte parce que les profs, ils n'ont pas à aller en cours en ayant la peur au ventre. Ce qui est malheureusement trop souvent le cas. Il reste quelques minutes. Je continue également. Mehdi, coup de gueule également. On va commencer par les coups de gueule. Sur Francesca Albanese, donc la rapporteure spéciale de l'ONU sur le droit international et le sujet de la Palestine, qui lors d'une conférence donc le Jazeera Forum, elle était accompagnée de Abbas Araghchi, donc on m'excusera pour la prononciation, c'est le ministre des Affaires étrangères de l'Iran, et par le leader du Hamas aujourd'hui, Khaled Mashal, où elle a dit que Israël était l'ennemi commun de l'humanité. Donc on sait qu'elle est très proche de Rima Hassan, donc dire ça sachant que elle est quand même la rapporteure spéciale à l'ONU, elle a été réélue en mai 2025 pour un mandat de 3 ans, ça dit quand même beaucoup de ce qu'est devenu l'ONU et de la manière, on parlait beaucoup de la montée de l'antisémitisme en France, mais ça veut dire que politiquement et même de manière diplomatique, il est en train de trouver une traduction. Quand vous dites que Israël est l'ennemi commun de l'humanité dans un forum aussi important, c'est vraiment qu'il y a un problème au fond, on cache derrière l'antisionisme une forme d'antisémitisme. Donc je voulais faire un gros coup de gueule sur ce sujet parce que si c'est l'ONU et la personne qui parle au nom de l'ONU qui arrive à dire ce type de choses, c'est que le problème il est plus que profond, il est politique, il est diplomatique et aujourd'hui on n'a pas de réponse sur ce sujet. Donc en fait on est en train de regarder les choses se faire. Politiquement elle a un énorme soutien de la part de Rima Hassan et de la France Insoumise, donc c'est un scandale à mon sens. Voilà. Le coup de cœur de Rachida. Alors on change complètement de sujet. On va en parler de vie quotidienne, du rythme scolaire de nos enfants, Rachida, c'est-à-dire. Oui, la réorganisation des vacances. C'est d'abord le temps scolaire. La réorganisation du temps scolaire qui est proposée par Emmanuel Macron, je trouve en tant que maman, je trouve que c'est une très bonne proposition. Je vais vous dire pourquoi. Parce que au vu de l'évolution de la société, au vu aussi, j'allais dire, de la demande croissante des enfants de voir autre chose, de participer, on va dire, à d'autres activités hors scolaire, je pense que c'est la solution pour remotiver nos enfants, pour leur montrer en fait autre chose aussi. Ça marche dans les pays les pays nordiques. Vous avez un temps scolaire et vous avez un temps pour la culture, pour le sport. Alors, moi, je pense que c'est dans le bon sens. Ça va vraiment dans j'allais dire, dans l'évolution logique de notre société et des besoins de cette nouvelle génération qui a véritablement changé et ce changement de paradigme on l'observe et puis je pense que d'autres parents qui nous écoutent font le même constat. L'école n'excite plus personne, ne stimule plus les enfants, donc il faut trouver des solutions, il faut se réinventer, il faut ouvrir en fait à des pratiques qui ont fait leurs preuves et les pays nordiques en fait ont effectivement de très bons retours, notamment sur l'épanouissement de l'enfant, sur son apprentissage en fait dans différentes disciplines et les vacances scolaires on va y venir, oui, donc parce que là, les réduire le temps d'apprentissage de certaines matières, donc il va falloir trouver de l'espace. Donc alors les réduire raccourcir quelques trucs. Alors moi déjà je suis de ceux qui pensent qu'on a beaucoup trop de vacances scolaires. Donc moi je suis désolée, à chaque fois j'ai des enfants et à chaque fois en fait on sort à peine des vacances que tout de suite après c'est c'est déjà les vacances scolaires. Vous voyez, donc toutes les 6 semaines. Bon voilà, oui mais c'est beaucoup trop. Donc il y a un moment en fait on peut effectivement ventiler en proposant du sport, des activités en fait culturelles et puis que tout le monde se mette dans un ordre en ordre de marche pour un épanouissement généralisé. C'est un sujet à tiroir, tout ça. Et oui, c'est pour ça que je voulais vraiment faire le focus dessus sur parce les vacances que scolaires, il va falloir parler du professionnel du tourisme aussi. Quand j'ai vu, oui aussi, mais bon et après sur les tout le monde. Vacances, c'est pas toujours évident de partir en vacances. Tout le monde n'a pas les moyens de partir toutes les 6 semaines en vacances. Donc j'entends pour les professionnels du tourisme. Mais moi je pense que si on veut sortir nos enfants de la galère, notamment ceux qui sont issus des milieux défavorisés, c'est de leur permettre, sur le temps de travail de leurs parents, d'avoir accès à la culture, d'avoir accès à l'aide aux devoirs. Vous savez, Sarkozy appelait ça les orphelins de 17 heures. Mais c'est une réalité. Moi j'ai une fille qui a 10 ans. Je l'aide énormément pour ses devoirs parce que j'en ai la possibilité de par mon organisation professionnelle. Mais je me dis à chaque fois, j'imagine comment c'est difficile
pour des enfants qui sont en 6e, en 5e, de faire leurs devoirs tout seuls le soir parce que leurs parents ne peuvent pas les aider. Quand vous êtes une femme, que vous travaillez, que vous avez les transports, que vous devez faire le repas, les courses, le ménage, il y a et que vous n'arrivez pas à boucler la fin de mois, comment vous pouvez en plus avoir l'énergie de suivre vos enfants au niveau scolaire? Et la différence, en fait, l'ascenseur social qu'on ne peut pas prendre parfois, elle se fait sur ce temps mort, justement. Et je plaide pour qu'on permette à tous ces enfants d'être aidés après l'école, parce qu'il y a des études, mais c'est pas toujours l'aide suffisante. Et c'est vrai que quand les gamins sont un peu livrés à eux-mêmes pendant les vacances, parce que c'est pas simple, les gens travaillent. C'est aussi des moments où ils vont passer beaucoup de temps sur les écrans, tout seuls, et c'est pas la faute des parents. Quand vous n'y êtes pas, vous n'y êtes pas. Donc on doit pouvoir aider ces jeunes à accéder à la culture, aux loisirs, de manière encadrée pour qu'ils aient la même chance pour tous. On a failli mettre sur la table ce sujet des adolescents qui n'arrivent pas à courir plus de 5 minutes sans être à moitié essoufflés. L'état de santé physique de nos ados est plus que préoccupant. On va terminer avec un coup de cœur qui est le vôtre, qui est important, Riam. C'est la journée internationale de la tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines. C'est 4 millions de femmes victimes. Alors, on est à 230 millions de femmes dans le monde. Dans le monde. En France, on est entre 125 et 139 000 femmes sur le territoire français. Donc je rappelle, mutilation génitale, ce sont des pratiques violentes qui vont laisser des séquelles psychologiques, physiques, des fois irréversibles. Ouais. Oui, à vie pour certaines personnes. En France, la loi punit les mutilations génitales. Par contre, on se retrouve toujours avec ces chiffres-là. Il y a des personnes qui vont, par exemple, emmener leurs enfants au pays, etc., et les faire mutiler là-bas. Moi, je pense qu'il faut quand même mettre plus de moyens dans la sensibilisation, dans la formation du personnel médical, mais aussi de tout ce qui est police, par exemple, pour écouter les victimes, tout ce qui est organisme d'accueil pour les primo-arrivants, pour les professionnels de santé, repérer les signes, comprendre ce qui se passe. Mettre des moyens, tout simplement. Mettre des moyens un peu partout, parce que... Pour lutter contre ça, parce que c'est effectivement une barbarie absolue, ça. Donc, je rappelle, c'est la journée internationale de la tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines. Riam, merci beaucoup. Je me tourne vers Perico Légas qui arrive dans ce studio. Bonjour Perico. Christine. Qu'y a-t-il au menu de vos états du jour? Nous allons parler de l'intouchable de la République qui finalement est touché. Comment Jacques Lang a pu traverser l'histoire en toute impunité, malgré les bonnes choses qu'il a pu entreprendre. Mais voilà, on va faire un bilan. Pourquoi la France peut accepter que des gens comme ça contournent un peu la loi et échappent aux règles communes. Pourquoi c'est surtout à l'école qu'il faut commencer à combattre la malbouffe. On verra ça avec Olivier Grégoire, 13 à 14 heures. Il dépose un projet de loi pour l'obligation. Dans le même ordre d'idée, est-ce que la France est devenue la patrie de la mauvaise éducation? Donc osons les bonnes manières. On recevra un Jérémy Combe et puis on parlera tout le monde l'a commenté, les menstruations masculines à l'université de Lyon. Les règles changent visiblement dans ce pays et on va savoir pourquoi. Voilà. Allez, c'est au programme avec vous, Perico Légas, jusqu'à 14h. Merci beaucoup, Rachida Kaout, Mehdi Raïf, Riam Alouche et Laurence Saïd d'avoir été avec nous sur ce débat aujourd'hui. Dans un instant, les infos sur Sud Radio. Il est bientôt midi. À tout de suite. Sud Radio.